Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club, l'alternative foot. Allez au cannesfootballclub.com. Bienvenue au Blaugrana Podcast. Le podcast 100% Barça en français. Suivez-nous sur la chaîne SoundCloud du Cannes Football Club, sur le groupe Facebook Daily Barça et sur Twitter dans le compte @Blaugrana Pod. Sans plus tarder, vos animateurs Michael Miller et Alec Avendano. Bonjour et bienvenue à cet épisode du Blaugrana Podcast. Tout d'abord, j'aimerais tous vous remercier de nous avoir écoutés lors de notre tout premier épisode et d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Mon nom est Michael et ici avec moi, mon collègue, mon confrère, Alec. Bonjour Alec. Salut Michael, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça vient très excité de faire cet épisode numéro 2. Très chargé, le bilan de la saison comme on a dit. Première des choses, avant de rentrer dans les détails, un gros merci à des membres du CanFC qui nous ont soit envoyé des messages ou soit mentionnés directement dans leur podcast. Donc un gros merci à Sofiane et Nilton ou Couscous Péripéri que je vous conseille évidemment. À Mathieu qui m'avait reçu au MLS Africa Plus, excellent podcast à écouter aussi. Et à Monsieur Foot de Foot qui aussi commence un nouveau podcast au CanFC aussi, qui nous envoie des messages, qui nous écrit, qui nous envoie énormément de questions. Donc un gros merci pour vous. On souhaitait prendre le temps de vous remercier. Donc avant de rentrer dans le bilan, Michael, tu avais un petit sujet à amener très intéressant. Je te laisse la parole. Ouais, tout d'abord, avant de faire le bilan de la saison, je pense que ce serait important de mentionner les anciennes légendes du Barça qu'on a perdu au courant de l'année. On a perdu notamment Kini, Enrique Castro, qui a été une grande légende du Barça et il a joué pour le Barça de 1980 à 1984. Il a marqué un grand total de 77 buts en 141 matchs pour le Barça, si je ne m'abuse, et de tout en 142 matchs, pardon. Et le but le plus important de toute cette collection de buts, pour moi, ce serait définitivement le but gagnant durant la Coupe des Coupes 1982. Un autre fait à souligner sur Kini, c'est que Kini a 5 trophées Pichichi à son palmarès individuel. Lionel Messi vient tout juste de l'égaliser. Wow. Et bon, il y a d'autres joueurs qui sont à 5. Je pense à Hugo Sanchez, à Alfredo Di Stefano. Mais le seul qui en a plus que Kini, c'est Telmo Zarra, la légende de l'Athletic Bilbao. Donc c'est quand même un fait important à souligner. On a aussi perdu durant l'année une personne qui est moins connue des supporters du Barça, mais qui a été employé par le club de 1978 à 2001, le préparateur physique Joan Malgosa, qui est décédé également au courant de la saison au mois de novembre dernier. Donc durant cette période, il a vu passer énormément de joueurs et énormément de trophées. Je tenais à souligner son décès également. Absolument, je pense que c'est une très bonne initiative, Michael. Merci pour ça. Le bilan de la saison. Je vous rappelle quand même que le Barça a terminé sa saison la semaine passée avec un dernier match, une dernière victoire, une dernière démonstration et surtout un dernier au revoir à Andrés Iniesta. Le Barça était en compétition dans 4 trophées, donc était en lice pour pouvoir faire un quadruplé cette année. Il a fini champion de la Liga avec 93 points, 14 points d'avance quand même sur l'Atlético, ce qui est quand même extraordinaire. Vainqueur de la Copa del Rey, la Coupe du Roi, contre le FC Séville 5-0 en finale. Éliminé en Ligue des Champions, tout le monde s'en rappelle, encore des finales contre l'AS Roma. On va en reparler. Et finaliste, donc défaite en finale de Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid, défaite dans les matchs aller et les matchs retour. Donc un point aussi à souligner dans ce bilan de saison. Première chose, on commence le transfert d'été, donc un transfert qui a marqué la saison du Barça avant même qu'elle ne débute, et un changement d'entraîneur qui était annoncé en mai, si je ne me trompe pas, de l'année dernière, l'arrivée de Valverde. Le transfert, évidemment, c'est le départ de Neymar au PSG.
au début de l'année. On va essayer de se replacer avant la saison. Michael, comment tu l'as vécu? Eh bien, moi, là, c'est mon cœur de supporter qui parle. J'ai passé un été très difficile à cause de Neymar. Très difficile parce que j'ai cru jusqu'à la toute fin qu'il allait rester. J'ai suivi avec énormément d'intérêt la International Champions Cup, la tournée du Barça aux États-Unis. Et la façon que je le voyais jouer, la façon que je voyais toute l'équipe sur le terrain se rallier derrière lui, Messi qui se sacrifiait pour lui et qui vraiment orientait son jeu au service de Neymar, j'étais comme ok, peut-être que Neymar va partir un jour, mais il va sûrement vouloir rester une saison de plus pour emmener son jeu encore plus loin et vraiment s'inscrire encore plus dans la légende, non seulement du Barça, mais du football en général. Et j'y ai vraiment cru. Ouais. Et quand le jour J est finalement arrivé, où ses représentants légaux sont allés payer sa clause, mon opinion de Neymar a changé à tout jamais. Malheureusement, parce que c'est un joueur qui nous a quand même donné 4 bonnes années. Ouais. Il faut le souligner, c'est quelqu'un avec qui on a gagné, c'est quelqu'un qui nous a fait vivre énormément de belles émotions. Mais son départ, pour moi, va toujours laisser un goût amer. C'est vrai que Neymar, qui est un joueur très important, je pense qu'il quitte à l'année où, comme tu l'as dit, je pense qu'il aurait pu encore plus exploser. Moi, le monde me disait Neymar va jamais gagner de Ballon d'Or avec Messi. Je leur disais laisse-lui 2 ans de plus au Barça, il en gagne un. Il passe devant Messi, il va le gagner. Et Messi, déjà, lui laissait tirer beaucoup de coups francs, il laissait tirer les pénaltys dans les matchs quand même importants. Donc, je me disais qu'il était en pleine progression, qu'avec Messi, justement, il aurait pu aller encore plus loin. Pour moi, être la vedette d'un poster ou des campagnes marketing va pas changer ton niveau de jeu sur le terrain. Comme on a pu le voir durant cette année, même s'il y a eu une grosse blessure, comme on a pu le voir avec Paul Pogba, quand il a quitté son encadrement pour aller à United. Donc, je pensais vraiment que Neymar allait rester. La fameuse photo de Gérard Piqué, aussi le Sekeda, Bien sûr. que je me suis dit, Piqué, au début, c'est Piqué. Donc, tu te dis, soit c'est son dernier coup, comme lui, il a avoué après, ou il sait quelque chose qu'on ne sait pas. Ouais. Il sait que Neymar lui a dit oui ou quoi que c'est ça. Donc, c'était des montagnes russes d'émotions, surtout qu'il jouait tous les matchs amicaux, il était excellent en plus. Donc moi, ça m'a fait mal au cœur de voir partir Neymar. Pour moi, c'était l'héritier de Ronaldinho, même Ronaldinho 2.0, dans le sens que je suis sûr que sur le terrain, en fin de carrière des deux, Neymar va avoir des meilleurs chiffres ou plus constant en fait. Il va être meilleur sur la durée que Ronaldinho. Une plus grande longévité, oui, exactement. Exactement. Donc pour moi, Neymar, c'était une grosse perte. Ça l'a fait mal au début de l'année. Ça l'a changé un peu les attentes. Parce qu'en Ligue des Champions, tu perds un joueur comme Neymar. Même en Liga, en Copa del Rey, tu perds un joueur comme Neymar. Tu perds un joueur qui peut faire la différence dans n'importe quelle minute de la rencontre. Donc ça l'a fait très très mal. On l'a pas vraiment remplacé, j'ai envie de dire. On l'a remplacé numériquement là, dans l'effectif. Mais le talent de Neymar, on l'a pas remplacé. En plus de ça, il y a eu un changement d'entraîneur. Luis Enrique qui avait déjà annoncé qu'il n'allait pas renouveler avec le Barça. On prend Valverde qui était à Bilbao, un entraîneur très expérimenté de la Liga que moi j'ai toujours bien apprécié, mais c'était l'étape Barça qui est toujours difficile. Toi, quand on a annoncé Valverde, content, douteux? Eh bien moi, pardon, quand on a annoncé Valverde, ça faisait déjà un bon moment que la rumeur circulait. Il y a beaucoup de médias crédibles qui l'avaient, disons, annoncé avant la date, donc c'était plus vraiment une surprise au moment de l'annonce. Il y a une chose qui m'a donné de l'espoir par rapport à Valverde, c'est le fait qu'il a joué quelques saisons sous Johan Cruyff. Lui, ce qu'il faut savoir, c'est que durant sa carrière de joueur, il a passé par le Barça. C'était essentiellement un joueur de l'Athletic Bilbao qui a été formé là-bas, qui a passé ses grandes années là-bas, mais il a fait quelques saisons avec le Barça. Et si on recule en 2008, quand Rijkaard allait partir, Johan Cruyff avait mentionné le nom d'Ernesto Valverde comme étant une personne que le Barça devrait nominer comme étant le successeur de Rijkaard. Finalement, on a été avec Pep Guardiola et ça a été une excellente décision quand même, mais il reste que n'importe quel entraîneur qui a l'aval de Johan Cruyff, pour moi, mérite quand même qu'on lui donne une chance. Et
Bon, il y a eu la Supercopa. Et après ça, bon, c'est sûr que j'étais pas prêt tout de suite à blâmer Valverde par rapport à la Supercopa parce qu'on venait de perdre Neymar. On avait vécu un mercato qui était quand même très difficile. D'ailleurs, notre mercato n'était pas complet à cette période. Donc, j'ai donné énormément de temps à Valverde avant de commencer vraiment à être plus critique par rapport à ses décisions, par rapport à son style. Mais reste que dans son arrivée, j'étais très optimiste. Et j'étais prêt à laisser la chance au coureur. Absolument. Après, comme j'ai dit, j'ai toujours apprécié Valverde là, en Liga. C'était un des entraîneurs avec Marcelino que, je sais pas, ils m'ont toujours attiré. Tu sais, ils gagnaient avec des équipes qui n'étaient pas censées gagner autant. Il y avait des bons moments où ça jouait bien aussi. Après, il ne faut pas demander à un Valverde de jouer comme le Barça avec Bilbao. Il faut être réaliste aussi, mais je trouvais que ça jouait bien. C'est un gars qui est très pragmatique. Donc, ça allait être intéressant. Surtout après un Luis Enrique où c'était j'ai l'impression que le CV de Valverde à son arrivée était plus étoffé que celui de Luis Enrique. Luis Enrique il sortait d'un échec tonitruant à la Roma. Là, un gros échec, ça avait très, très mal passé. Mieux au Celta Vigo, mais pas exceptionnel non plus. Donc, tu sais, Valverde, je pense qu'on avait des bonnes attentes, une bonne équipe, mais comme tu dis, surtout le mercato. Moi qui me laissais un peu être un petit peu dans le doute. D'ailleurs, les attentes de début de saison, oublie ce qui s'est passé durant l'année. Si t'attendais qu'on... Réalistiquement, tu pensais qu'est-ce qu'on allait gagner ou ça ressemblait à quoi? Eh bien, moi, au début de l'année, quand j'ai vu qu'on a perdu Neymar, quand j'ai vu l'ambiance qui tournait autour du club, l'incertitude entourant le nouvel entraîneur, pour te dire bien honnêtement, je m'attendais à ce qu'on fasse année blanche. Je m'attendais à ce qu'on gagne aucun titre. Surtout, je te coupe un peu. Oui. Neymar, pour en revenir, il disait qu'il est parti à cause de la direction. Dani Alves a clashé la direction. Les joueurs, il paraît qu'ils sont pas en accord, ils sont pas unis avec la direction. Justement, pour les attentes de début de saison, comme tu dis, ça jouait aussi. Là. Ouais, mais bon, tu sais, la direction, moi je suis pas... je sais qu'il y a des décisions qui auraient dû être prises plus tôt durant l'été, et d'autres décisions qui ont été très controversées, mais une grande équipe comme le Barça, oui, on perd Neymar, mais on a quand même Messi, on a quand même Suarez, on avait quand même Iniesta encore, on avait quand même énormément de qualité dans cette équipe-là. Moi, c'est pas une question de décision prise par la direction sportive qui m'a permis de douter par rapport aux objectifs qu'on devait se donner. C'était plutôt une question d'ambiance, c'était plutôt une question de morale. Faut pas oublier que Neymar avait énormément d'amis dans ce vestiaire-là. Et parmi ces amis-là, Messi, Suarez, Piqué, énormément de cadres influents dans le vestiaire. Moi, c'est plus dans cette optique-là. Quand tu as une perte comme ça, affective, émotive, il y a nécessairement des résultats ou des répercussions, disons, sur les résultats sportifs. Non, absolument. Pour être honnête avec toi, tu as mentionné la saison blanche, je m'attendais à un truc comme ça aussi. Surtout quand on regardait nos rivaux, comme le Real Madrid qui monte en puissance sans jamais vouloir s'arrêter, on dirait. L'Atlético qui est toujours solide. Et là, on a un Barça titubant qui était très brouillon avec Luis Enrique et qui perd Neymar qui faisait la différence malgré qu'on jouait mal. Donc aussi, comme toi, je me disais, la Liga et la Ligue des Champions, surtout la Ligue des Champions, je me disais que ça allait être compliqué. Après, quand tu as Messi, c'est sur 2 matchs, un peu comme contre Chelsea, on va reparler, mais c'est Messi qui fait la différence. Je me disais aussi, la Liga, on va devoir se battre pour les 3 premières places. Copa del Rey, selon moi, on pouvait aller assez loin. Là. C'est une compétition que le Barça aime bien dominer, aime bien gagner. Ligue des Champions, j'étais persuadé qu'on ne gagnait pas cette année. Donc, si on regarde après le palmarès, globalement, où on gagne 2 trophées sur 3, 2 trophées sur 4, mais 2 trophées majeurs sur 3, c'est pas si mal quand même. Non, c'est au contraire. Moi, je pense qu'on a fini par avoir, si on regarde les résultats seulement, on a fini par avoir une excellente saison avec des résultats qui dépassent les attentes. Mais quand on regarde comment que ça s'est déroulé, comment qu'on a joué, les opportunités qu'on a gaspillées, je pense que même si on avait seulement gagné ces 2 titres, on aurait pu les gagner avec encore plus de façon encore plus convaincante.
Je suis d'accord, la fin de l'histoire elle est belle, mais comment elle a été racontée, c'est peut-être pas la meilleure des façons. On commence avec... Bon, on va commencer avec le pire pour bien finir. On va faire l'inverse de la saison du Barça. Je vais te laisser le premier moment de ton pire moment cette saison. Mon pire moment, ça a été définitivement la Supercopa. Et je t'explique pourquoi, Alex. Surpris. J'étais sur place à Barcelone, au Camp Nou, dans le match aller de Supercopa. Victoire 3-1 du Real Madrid. Victoire 3-1 du Real Madrid. Mais bon, ce qu'il faut dire aussi sur ce match, c'est que le Real Madrid ouvre le score. Et ensuite, bon, Messi marque sur un penalty, mais à l'époque, à la gauche de Messi, il y avait Deulofeu. Et Deulofeu avait énormément d'opportunités durant ce match de soit marquer ou soit faire des passes clés. Et il a manqué complètement ces opportunités-là en se perdant dans ses propres dribbles. Ça a été extrêmement laborieux de voir Deulofeu occuper ce couloir gauche pour le premier match officiel depuis la perte de Neymar. Mais ce qui m'a particulièrement frustré par rapport à ce match-là, c'est le fait que, bon, on est à 2-1, environ 90e minute, et Asensio qui marque en pleine lucarne à la toute fin. À 2-1, je pense qu'on pouvait encore s'en sortir. On pouvait encore espérer aller faire 2-0 au Bernabéu. Mais à 3-1, le match retour devenait une simple formalité. Non, je suis d'accord avec toi. Surtout ce sentiment de le Real est très meilleur que nous, qui m'a fait mal. Moi, j'ai regardé les deux matchs et ils avaient vraiment l'air une coche, deux coches au-dessus de nous. C'est la première fois que ça arrive depuis longtemps. Tu sais, même quand le Barça avait mis 5-0 au Real, c'était sur une période de un match. Donc, tu sais, oui, les fans du Real ont dû se sentir comme nous, on s'est senti, dans le sens où ils ont l'air une équipe extraordinairement meilleure que nous, mais en championnat, mais on était serrés les deux, donc c'était pas super. Parce que là, ils viennent de gagner 2 Ligues des Champions. Ils viennent de gagner la Super Coupe d'Europe, et là, ils nous mettent 3-1 au Camp Nou, 2-0. Fait que non, j'avoue que c'était un des pires moments, mais je suis surpris en fait que tu m'aies pas mentionné la défaite contre la Roma, qui est moi mon pire moment, le moment où j'ai envie de fermer tous mes réseaux sociaux, d'aller me coucher puis faire comme si de rien n'était. Un moment que, pour être honnête avec toi, j'étais pas surpris, dans le sens où le premier match, le Barça a joué très mal en fait. Sur les 4-1, il y a un but sur penalty, puis il y a 2 buts contre son camp de la Roma. La Roma méritait beaucoup mieux. Je me rappelle, j'en parlais avec Fred ou Lopo Vendano, il me dit vous allez massacrer la Roma. J'ai dit honnêtement non, ça joue mal depuis quelques semaines, la Roma joue bien depuis quelques semaines. Après le premier match, je me suis dit une chance que c'est 4-1 parce que je pense qu'ils nous sortent au retour sinon. Et au retour, c'était le pire match que j'ai vu du Barça depuis longtemps. Pas seulement la défaite, on aurait pu perdre 3-0 et j'aurais pu dire la Roma a fait un exploit. La Roma a fait un exploit, mais le Barça a été très mauvais. Le Barça a refusé de jouer. Le Barça perdait 2-0, il restait 20 minutes, je crois, 15-20 minutes. Et Valverde apportait des changements défensifs. Donc, il jouait le 0-2. J'ai jamais vu ça au Barça. À la limite, si on aurait joué offensif et on se prend un troisième but, j'aurais pas accepté, mais j'aurais fait ça fait du sens. Mais je sais pas pour toi, jouer le 0-2, voir ce Barça-là, pour moi, c'était le pire moment. Mais le problème, c'est que le Barça, même s'il veut faire ça, il est pas capable de faire ça. Le Barça est pas capable de juste parquer l'autobus, comme on dit, et laisser l'autre équipe jouer. Pas capable de faire ça. Il faut que le Barça soit constamment en mode attaque. Et ça, c'était un match où est-ce qu'il fallait tout simplement faire 2-1 et ça aurait été amplement suffisant. Marquer un but, c'est vrai. Absolument. C'est tout. Mais bon, moi non plus, j'ai pas compris les choix tactiques de Valverde, j'ai pas compris ses décisions. Mais je suis pas prêt à condamner seulement Valverde pour ce match-là. Les joueurs, quand même, ont une énorme part de responsabilité par rapport à ce match-là. Oui, il fallait qu'ils suivent les instructions de l'entraîneur, mais quand même, ils n'ont pas offert une performance inspirée du tout. Non, ils sont arrivés en passant déjà être en demi-finale. Puis dans l'intensité, dans l'agressivité, ça s'est vu énormément. Dans leur tête, ils étaient déjà qualifiés. Et encore des finales contre une équipe de la AS Roma qu'on a vu même contre Liverpool après, qui est très très courageuse, qui a une grosse mentalité, peut-être ce qui fait des fois un peu au Barça. Ça l'a fait la différence.
Dans les pires moments, à part de ça, bon, le transfert de Neymar, on a déjà parlé, je pense que c'était quand même assez marquant. Je sais pas, la défaite à Levante. Tu sais, il y a certains moments où on perd 5-1. C'est chaud quand même. Moi, je veux dire, la défaite à Levante, ça a été le point qui a confirmé tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit durant la saison. Je me souviens que je disais pendant la saison que la série d'investibilité, c'était pas une priorité. Qu'il fallait focuser sur la Ligue des Champions, qu'il fallait focuser sur le triplé. Mais une fois qu'on perd la Ligue des Champions, et surtout une fois qu'on perd la Ligue des Champions en pensant qu'on a trop accordé d'importance à la série d'investibilité, ça devenait notre priorité numéro 1. Absolument. Le championnat était déjà gagné, la coupe était déjà gagnée, il restait seulement ce record qu'on aurait pu avoir pour nous, et on aurait pu être les seuls de l'histoire de la Liga, et seulement les quatrièmes de tous les top 5 championnats. L'AC Milan le fait en 91-92, Arsenal le fait en 2003-2004, la Juve le fait en 2011-2012, mais en Liga, c'est jamais arrivé. Donc, on se présente à ce match, à Valence, contre une équipe qui est 16e, mais aussi contre une équipe qui était sur 7 victoires de suite, qui était l'équipe la plus en forme de la Liga, qui s'est maintenue de façon absolument remarquable. Absolument, Et on arrive là, j'ai envie de dire, avec des sandales sur le terrain. Et eux, ils sont venus pour jouer. Ils sont venus pour jouer. Ils nous ont mis 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Et ils continuaient d'attaquer quand même. Et si tu remarques, le nombre de chances en or qui ont manqué en plus, ça aurait pu être un score encore plus impressionnant que ça pour eux. Puis dans les 3 buts de Coutinho, il y a 2 tirs qui dévient. Donc le Barça est quand même très chanceux. Et un penalty. Ouais, exact. C'est un peu, comme tu as dit, un peu résumé les échecs du Barça en un match. Tu sais, contre la Roma, c'était un peu ça. On passe à l'aller avec des pénaltys, avec la chance, puis à la fin, c'est bon, c'est réglé. Puis on se prend un 3-0. Sinon, as-tu d'autres mauvais moments? Ça faisait pas mal le tour un peu. Ben, j'ai 2 matchs auxquels je pense beaucoup. Ok. Il y avait le match contre Las Palmas. Le match contre Las Palmas qui était venu juste avant le match contre Atlético Madrid. Et c'est un match qui est en milieu de semaine. C'est un match qu'on pensait gagner facilement et ensuite passer aux choses sérieuses contre Atleti. Et finalement, Messi marque sur un coup franc. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui se passe point de vue création, point de vue jeu. Et après, il y a une main de, je pense, Digne. Et il y a penalty. Las Palmas marque. C'est 1-1. Oui, il y a un fait de jeu où le gardien de Las Palmas a une main en dehors de la surface de réparation et que l'arbitre n'a pas calé le penalty. Mais quand même, Las Palmas était déjà presque relégué mathématiquement à cette époque-là. Je veux dire, c'était juste une question de temps. Il n'y avait pas une bonne saison du tout. Puis c'était une équipe qui était vraiment à portée de main pour nous. On s'en va là-bas. Conditions météorologiques, un peu difficiles à Las Palmas. C'est venteux, tout ça. Mais je veux dire, quand même, c'est pas une excuse. C'est une équipe qui est dans notre portée. C'est une équipe qu'on aurait dû être capable de battre. Mais quand même, on sort de là avec un seul point. On fait 1-1. Et moi, je pense que c'était un avertissement comme quoi que il y a des gros matchs dans la saison qu'on doit surperformer pour gagner. Mais les petites équipes de la Liga, quand ils jouent contre nous, pour eux, c'est finale de Champions League. Et il faut respecter ces équipes-là. Là, regarde, on a parlé de Levante, on a parlé de Las Palmas. On parle pas des grandes... des équipes les plus dangereuses de la Liga. Mais ces équipes-là, quand ils jouent contre nous, ils se transcendent. Non, absolument. Et je pense que c'est très important que le Barça, dans ces matchs-là, arrive à, comme tu l'as dit, à garder le même niveau d'intensité que ces équipes-là, comme si c'était un match de finale de Ligue des Champions. Parce que quand arrivent les gros matchs, le Barça n'est pas capable d'aller rechercher ce niveau d'intensité-là. Ils l'ont fait cette année durant quelques matchs, on va en reparler, des beaux matchs, mais pas tous les matchs. Tu sais, les grands entraîneurs, même Thomas Tuchel qui vient de nommer au PSG, il dit une phrase, un fan de Guardiola, une phrase que j'ai adorée, il m'a dit, si on veut gagner la Ligue des Champions, il faut jouer tous les matchs comme si c'était une finale de Ligue des Champions pour arriver dans les matchs importants et être prêt. Et je pense que c'est ça qui a manqué au Barça. Cette intensité-là,
sur le long terme. C'est peut-être une des choses qu'on pourrait justement reprocher à un Valverde, qui n'a peut-être pas pu imposer cette intensité-là sur le long terme, ce que Luis Enrique a fait à son arrivée, ce que Guardiola a fait durant toutes ces années. Mais oui, absolument, c'est vrai que c'est un avertissement. Je pense aussi que tu voulais parler du match contre Séville aussi, qui était un autre avertissement, je crois, là, de ce qui est arrivé à la fin de l'année. Exactement. Séville, ils sont arrivés contre nous avec une saison en dents de scie. Bon, oui, ils ont battu Manchester United en Champions League, mais ils avaient quand même pris 5-0 contre Eibar. Donc, je veux dire, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. C'est une équipe qui est capable de surprendre. C'est une équipe qui a énormément de qualité. Je pense à Ever Banega, je pense à Muriel. Ils ont quand même des bons joueurs. Franco Vasquez aussi. Ouais. Ils ont des bons joueurs, des joueurs qui savent jouer au ballon. Et c'est une équipe qui va vers l'avant, c'est une équipe qui pousse vers l'avant, c'est une équipe qui crée des opportunités de marquer. Et comme on l'a vu dans ce match, d'ailleurs moi durant ce match j'étais à Los Angeles avec la Peña de Los Angeles, donc c'était particulièrement... c'est un match qui m'est resté marqué pour d'autres raisons que le jeu en lui-même. Mais pour revenir au match, on s'est fait dominer, on s'est fait marquer 2 buts, et pas des buts accidents, là, mais vraiment des buts sur des occasions de jeu qui étaient de qualité. Messi n'avait pas commencé le match. Messi devait se reposer. Et qu'est-ce qu'on fait? Vers la fin du match, on fait rentrer Messi. Messi rentre. Messi nous met 2 buts. On sauve avec 2-2. Et on célèbre parce qu'on est encore invaincu. Et on célèbre parce qu'on ne s'est pas fait battre. Mais quand même, c'était une autre démonstration assez claire du fait que sans Messi, on n'est pas la même équipe. Sans Messi, on a de la difficulté à gérer certains matchs qui sont supposés être à notre portée. Absolument. C'est vrai que c'était un peu les symptômes, si on veut, de ce qui se passait avec le Barça. Tu parles de Messi, justement une Messi dépendance qui est encore plus forte que les dernières années parce qu'on avait un Neymar qui permettait de reposer en quelque sorte Messi durant le match, de le libérer. C'est que les défenseurs pas l'oublient parce que je pense pas que tu peux oublier Messi quand tu es un défenseur professionnel. Je pense que tu es assez briefé là-dessus. Mais qui, des fois, Messi, au lieu d'être 1 contre 4, était 1 contre 2, 1 contre 1. Fait que ça pouvait peut-être le libérer. Donc c'est vrai que c'est un bon point. Et ça m'amène aussi un point que moi qui est un mauvais moment en guillemets, c'est pas un moment particulier, mais c'est le fait que le Barça gagne 2 trophées sur 3 ou sur 4 qu'on gagne la Liga par 14 points, qu'on bat facilement Séville en finale de la Copa. Mais moi j'ai mis comme titre dans nos petites notes là, le jeu contre les résultats. Moi c'est quelque chose qui, tu sais, je regarde les commentaires puis on dirait que le Barça fait une saison désastreuse, mais tu sais, on gagne facilement le championnat, on gagne facilement la Copa del Rey. Mais est-ce que tu penses que d'un côté, je me dis si le Real va pas en finale de Ligue des Champions, je pense qu'on est moins critique avec l'équipe. Je pense que ça joue un peu de voir les rivaux. Je suis pas d'accord avec ça, par exemple. Moi de mon côté, si le Real va pas en finale, je me dis bon, c'est moins pire. Mais est-ce que aussi, vu qu'on est la philosophie du club, puis au début ça jouait pas trop mal, mais à la fin ça jouait mal, on va pas se le cacher. Est-ce que c'est une tâche aussi à la saison? Écoute, juste pour revenir au point de désaccord, parce que je veux vraiment parler de ça. Moi, qu'est-ce que le Real Madrid fait, ça m'importe seulement quand ils sont en face de nous puis on doit les jouer. 6 points par année, plus peut-être un tirage en Copa del Rey, en Champions League ou encore une finale de Supercopa. Mais sinon, qu'est-ce que le Real Madrid fait ne définit pas la saison du Barça. S'ils sont rendus en finale de Champions League, c'est en partie par notre faute. Parce que si on avait fait ce qu'on devait faire contre la Roma, on les aurait peut-être attrapés en demi-finale, on les aurait peut-être attrapés en finale, et on aurait été capable de rivaliser contre eux, voire même les battre. Donc s'ils sont rendus là, c'est parce qu'eux ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans la Champions League. Je mets cette idée-là de côté parce qu'on pourrait en parler pendant longtemps, mais moi je vais te dire, ça fait longtemps que je suis le Barça. J'ai suivi le Barça dans des années où est-ce qu'on gagnait pas grand-chose, et j'ai suivi le Barça dans des années où est-ce qu'on gagne absolument tout. S'il y a une constante qui a toujours existé pendant tout le long que j'ai suivi le Barça, sauf quelques petites exceptions ici et là, c'est le fait qu'on jouait bien, c'est le fait qu'on avait notre propre philosophie de jeu qui, à un certain point, a influencé d'autres grandes équipes, qui a influencé même des sélections nationales qui ont gagné
énormément de trophées. Donc, pour moi, je dirais pas que le jeu est plus important que les résultats, mais je dirais que les résultats viennent par notre jeu, par notre philosophie de jeu. On a plus de chances de gagner si on suit notre philosophie de jeu. À vouloir être pragmatique, et à vouloir être prudent, et à vouloir être conservateur, et à vouloir compter sur un effectif de 13 joueurs, on peut avoir des résultats à court terme, mais on peut pas continuer comme ça pour toujours. On fait la même chose l'année prochaine, et je suis persuadé qu'on gagnera rien l'année prochaine. Donc, en pensant avec une vision à long terme, disons, je préférais toujours qu'on s'en tienne à notre philosophie. Non, je suis absolument d'accord. J'ai la même idée dans le sens où, tu sais, la phrase que tu as dit que j'ai vraiment aimé, qu'on a entendu Guardiola dire beaucoup, c'est moi, on joue comme ça parce que pour nous, c'est la meilleure façon de gagner les trophées. Bon, Xavi va plus loin en disant que c'est la seule façon pour gagner les trophées ou c'est la seule façon qui t'amène des honneurs et qui te fait rentrer dans l'histoire. Donc, c'est vrai que pour le Barça, je pense que c'est quelque chose qui est presque obligatoire, j'ai envie de dire. Donc oui, j'ai hâte de voir l'année prochaine l'évolution pour ces points-là. Sinon, maintenant, assez de négatifs, on a quand même une belle année. Pensons au meilleur moment, si tu me permets de commencer. Oui, vas-y. Le premier Classico, le 3-0, où après la victoire, on prend un 14 points d'avance sur le Real Madrid, qui nous avait battu en Supercoupe. Donc c'est vraiment la revanche, là. C'est un 3-0 en Liga, dans un match qui compte plus que la Supercoupe. 14 points d'avance, donc on est en décembre, et c'est prêt, on a presque gagné le championnat en décembre. On a sorti le Real du moins. Donc c'est un match qui, je me rappelle, était à 7h du matin ici, c'était assez horrible, mais c'était pas une démonstration, mais c'était un match qui bon, moi, il m'a amené beaucoup d'émotions parce que la première mi-temps, on se fait dominer. Le Real est proche de marquer un ou deux buts, et en deuxième mi-temps, on sort en Lyon et on leur met une leçon, un 3-0 au Bernabéu. C'est un de mes moments forts de cette saison-là. J'aimerais revenir sur ce match-là, si tu permets. Bien sûr. Moi, disons, quand j'ai regardé le match après les 45 premières minutes, il y a une partie de moi qui me disait qu'est-ce qu'il nous fait Valverde? Est-ce qu'il est en train de jouer le nul? Parce qu'on était déjà loin à l'avance du Real. Bon, on était déjà numéro 1. Je pense que depuis le but gagnant de Paulinho contre Getafe, on n'a jamais plus regardé en arrière. On a été numéro 1 au classement depuis ce match-là. Et là, je me suis dit, ok, est-ce que Valverde il joue le nul parce qu'il sait qu'on a déjà une assez grande avance sur le Real et c'est vraiment à eux d'essayer de nous battre? Donc, ça m'avait laissé un petit peu sur ma faim. J'étais pas déçu, disons. Je veux dire, je savais qu'il restait un autre 45 à jouer, donc j'étais prêt à vraiment voir qu'est-ce qui allait arriver, mais j'étais très curieux. C'était pas une mi-temps Barça. Non, c'était pas une mi-temps Barça, exactement. Et quand j'ai vu la deuxième, j'ai comme eu l'impression que les joueurs se sont dit, il faut qu'on y aille pour. Il faut qu'on essaie de gagner ce match-là par nous-mêmes. Et ça a été une mi-temps extrêmement convaincante, extrêmement excitante. Et comme tu as dit, le Real n'a jamais pu être dans la course dans le championnat. Et Atleti se sont jamais rapprochés tant que ça de nous non plus. Où ils ont enchaîné des résultats ordinaires un peu. Ouais, des 1-0, des 2-1, des 0-0, je veux dire. Mais ils n'ont jamais... Ils n'ont jamais arrivé au point où est-ce qu'on a vraiment été inquiets qu'ils nous rejoignent dans le championnat. Sinon, est-ce que tu avais d'autres moments forts que tu aimerais partager par rapport à cette saison? Ben, j'ai envie de dire un peu les derniers moments d'Iniesta. Son dernier match, c'était magnifique, mais son match en finale en Copa del Rey, où on se dit, tu peux rester encore 2 ans ici. Il limite le stade, le Wanda. Honnêtement, c'était un parfait dernier trophée pour Iniesta, je crois. Ouais, effectivement. Et il marque sur la finale, il prend une ovation. C'était tellement symbolique, c'était tellement romantique comme match. Oui, absolument. À l'image de sa carrière, j'ai envie de dire, important dans les gros matchs, apprécié par tout le monde.
t'as l'impression qu'il joue ralenti, mais en fait, qu'il ralentit le temps autour de lui. Mhm. C'était... Tu peux voir la carrière d'Iniesta en un match, je pense. Puis c'était celui contre Séville où il marque, si je me trompe pas aussi. Là. Il marque, il marque en plus. Donc, tu sais, c'est son match à lui. Puis d'ailleurs, je l'ai mis sur Facebook. Tout le monde l'a mis un peu partout, l'image, mais où il est tout seul au camp nous, après son dernier match, à 1h30 du matin. Ouais. Moi, j'ai eu des frissons en regardant cette image-là. Tu sais, j'étais là avec lui, j'ai l'impression. Sinon, moi, il y a un autre moment fort que je voulais parler, puis ça fait tellement longtemps qu'on n'y pense plus beaucoup. Mais le match 1 de la Champions League contre la Juve, Oui. quand Messi met un doublé contre Gianluigi Buffon. Et maintenant, l'histoire nous racontera finalement que c'était peut-être la dernière chance de Messi de marquer contre Buffon en Champions League, étant donné que Buffon vient de quitter la Juve. Ça, pour moi, c'était un moment très fort. C'était le premier, disons, moment fort qu'on a vécu de la saison. Ouais. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de doutes. Même si on mettait des 5-0 en Liga, on se disait le Real nous a massacrés, ça ne servir à rien. Là, on prend la Juve, qui sont allés en finale de Ligue des Champions l'année dernière, qui nous avait éliminés, si je ne me trompe pas, en demi-finale. Oui, encore de finale. Encore des finales, c'est vrai, t'as raison. Donc là, c'est un test. 3-0, et c'est un match où le Barça a dominé de la première à la 90e minute. On les a contrôlés, on a marqué dans les temps forts. Absolument, je suis d'accord avec toi. C'est un match où on s'est dit, ok, cette année on est là. Malgré Neymar, malgré nouveau coach, malgré tout ça, on est encore là. C'était notre premier adversaire de taille depuis le Real. Puis c'était, disons, c'est un match qui nous a tous redonné de l'espoir. Et finalement, avec raison, parce que on est très critique face à notre équipe, parce qu'on met des attentes très très hautes. Mais d'avoir fait une saison où est-ce que tu as battu la Juve 3-0, tu as battu le Real Madrid 3-0, tu as gagné une Copa de façon très convaincante, tu as gagné la Liga de façon très convaincante. Moi, je te dirais, les erreurs de parcours sont arrivées avec le pire des timings, et le jeu nous a laissé à notre fin. Ça, c'est mes deux plaintes, disons, par rapport à cette saison. Mais sinon, quand on veut regarder ça de façon statistique seulement, ou même de façon symbolique, c'était pas une saison qui était aussi pire que qu'est-ce qu'on laisse entendre. C'est vrai, c'est même le match contre Chelsea, on gagne 3-0 à la maison, où Messi met un doublé, là, c'est ses premiers buts contre Chelsea, justement. Où il met 2 buts, où tu te dis, c'est vrai, c'est Messi encore. Il te rappelle c'est qui, on dirait, à chaque match important. Même contre l'Atlético, où une des seules fois où il était un peu proche là, dans le classement, où on gagne 1-0 sur un coup franc exceptionnel de Messi, encore une fois. Il y a eu quand même des bons moments, c'est sûr. Après, c'est des moments, j'ai l'impression qu'on est vraiment à l'image de Valverde. Il n'y a rien de spectaculaire, là, mais c'est très constant. On a gagné beaucoup de matchs, beaucoup de la même façon. Sans être. C'était pas du Wowzilla, c'était pas 4 buts en 5 minutes, c'était pas. Mais c'était des buts où les temps forts on marquait, où les temps faibles, souvent on arrivait à peu prendre le but. Donc c'est une saison peut-être moins excitante, j'ai envie de dire. Surtout qu'il n'y a jamais vraiment eu de course au championnat, comme tu l'as dit tantôt. Fait qu'on n'a jamais eu de match, on n'a pas eu 3 défaites énormes quand on était à un point du Real ou des choses comme ça. Fait qu'il y a moins de moments forts marquants, j'ai l'impression. On est revenu, je pense, sur un peu. Sinon, il y a le dernier match, le Messi qui reçoit son 5e Pichichi, comme tu as dit tantôt, là, qui est quand même. Aussi, ils sont sous les leader européens, je pense qu'il bat un record. Là, c'est son 3e 5e sous les leader aussi. Qui est ça, c'est un record. Exact. Le Pichichi, si je peux me permettre, le Pichichi, il est à 5. Et c'est un record qu'il partage, comme je l'ai dit en début de l'émission, avec 3 autres joueurs, incluant Kini. Mais le record appartient à Telmo Zarra. Et Telmo Zarra en a 6. Oh, ok. C'est faisable. Ouais, c'est faisable. Encore un peu de temps. Donc ouais, on a eu quand même beaucoup de bons moments, de mauvais moments, évidemment. On va passer au plus important maintenant, l'évaluation des joueurs. Parfait. On rappelle un peu les règlements, donc une note sur 5. Pas de fraction, pas de 2.35, des choses comme ça. On va y aller joueur par joueur, mais poste par poste. Donc défenseur, gardien, défenseur, milieu, attaquant. Parfait. Donc je te laisse commencer, Michael, avec notre mur allemand, Ter Stegen. Eh bien, moi, Ter Stegen, je lui donne une note de 4 sur 5 pour la saison. Je lui donne une note de 4 parce que, bon, ça n'a pas été une saison parfaite,
mais je suis pas prêt non plus à lui donner la responsabilité pour les matchs où on s'est fait marquer plus de buts. Je pense que ça a été une responsabilité qu'il partage avec notre entière défense, voire notre effectif entier. Mais Ter Stegen nous a sauvés à plusieurs reprises. Il nous a même accordé des victoires ou, disons, au moins des points importants durant la saison. Il continue sans cesse de s'améliorer et, si je peux me permettre, il s'impose de plus en plus comme étant le gardien qui va être titulaire pour la Mannschaft cet été durant la Coupe du Monde. Non, absolument, c'est le point que j'allais amener parce que je pense que tu as dit un peu tout ce que je pensais aussi. 4 sur 5. Ter Stegen, je pense qu'il laisse unanime tout le monde. Là. Cette année, je trouve qu'il est en progression en fait d'année en année. Et cette année, il nous a fait perdre aucun point de mémoire. T'sais. C'est pour ça que si j'aurais pu donner un point 5 de plus, ça aurait été, je pense, pour lui. Mais 4 sur 5, globalement, je suis d'accord. Là, après 5 sur 5, qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Je pense que l'année prochaine va être meilleure. Peut-être plus 10. Bon, je sais pas après. Parce que même balle au pied, il est extraordinaire. Là, il pourrait jouer des milieux défensifs, je pense qu'il s'en sortirait. C'est un vrai sweeper-keeper. Ouais, exactement. Donc, c'est la définition du gardien moderne. Et comme tu l'as dit, il est arrivé à un point, oui, avec une blessure de Neuer. Mais la Mannschaft n'est pas désespérée à mettre Neuer. Là. Ils sont corrects avec Ter Stegen. Donc, oui, je pense qu'il était extraordinaire. 4 sur 5, c'est mérité. Donc, deuxième gardien. Jasper Cillessen. Cillessen, exactement. Je vais aller en premier. Deuxième gardien. Il a fait des bons matchs. Mais les matchs, la Copa, il la gagne. Donc, j'ai envie de lui donner j'ai envie de donner 3 sur 5 dans le sens que je ne peux pas lui donner la même chose que Ter Stegen parce que sinon il serait titulaire aussi. Mais dans son rôle de deuxième gardien, il était parfait, je pense. Copa, il était très bon, même surprenamment bon, je pense. Même que ça ne m'étonnerait pas si une équipe vient cogner à notre porte pour qu'il soit numéro 1 quelque part. Je pense qu'à ce point-là, il était très intéressant. Donc, dans son rôle de numéro 2, c'était parfait, mais c'est un 3 sur 5 parce que je pense qu'intrinsèquement, il est quand même moins bon là, que Ter Stegen ou que mettons, en Liga ou en Ligue des Champions, il n'aurait pas fait mieux que le gardien numéro 1. Non, effectivement. Moi, je serais aussi prêt à lui donner 3 sur 5 parce que, oui, il fait une saison exceptionnelle dans le rôle qu'il joue. C'est ça. C'est un exceptionnel second gardien, mais il joue seulement 10 matchs, 11 matchs. Donc, je peux pas lui donner 4 sur 5 non plus. Mais quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu des seconds gardiens qui étaient des 1 sur 5. qui étaient là pour mettre de la musique et dans les vestiaires ou en faire. Bon, Cillessen, selon moi, c'est un gardien qui pourrait être titulaire absolument. Dans n'importe quel grand club en Europe. Ou presque. Peut-être pas les clubs de premier plan. Non, Barça, Real, Bayern, je le vois pas dans un club comme ça. Mais je peux le voir dans un club qui est top 4 en Allemagne, top 4 en Italie, top 4 en Angleterre ou top 4 en Espagne définitivement. C'est un gardien qui, s'il veut bien, il pourrait être titulaire ailleurs, mais je pense qu'il y a l'intention de rester, tant mieux pour nous, parce que c'est important pour nous d'avoir un deuxième gardien fiable aussi. Puis tu sais, ça compte pour un deuxième gardien, mais le point de l'ambiance, de comment il s'entretient avec le groupe, je pense qu'il est très aimé, il travaille très bien avec Ter Stegen aussi. Et c'est le profil aussi, balle au pied, il s'est amélioré, je trouve, au courant de l'année. Donc, tu sais, je trouve qu'il est parfait en numéro 2 au Barça. La seule chose qui serait encore mieux parfait, c'est qu'il soit formé au club. C'est la tradition du... Bon, là, c'est le troisième gardien maintenant, mais on avait toujours un gardien qui était formé au club. Donc, le premier défenseur, on a fini avec les gardiens. Nelson Semedo, arrivé cet été, d'ailleurs, du Benfica. Si je me trompe, on a payé 30 millions. 25-30 millions. C'est quand même un bon prix, hein? Moi, je suis un peu sévère avec lui. Mais je lui donne 2 sur 5. Dans le sens où il a commencé l'année à 3-4 sur 5 et ça s'est vite calmé. J'ai l'impression que surtout, il est très rapide, on l'a vu, c'est utile, d'accord? Offensivement, ça m'a laissé sur ma faim en fait toute l'année. Offensivement, je me suis dit, il y a une passe, un crochet, un lever de tête d'être décisif et il l'a finalement jamais été. Au point où Sergi Roberto a pris sa place à droite, tandis que Valverde, je suis persuadé qu'il aurait voulu le mettre dans l'axe. Semedo, il a de la difficulté à sortir balle au pied. À défendre un contre un, c'est assez faible un peu. Il joue beaucoup sur sa vitesse, mais en Liga, les attaquants sont rapides aussi. En Ligue des Champions, contre des Hazard, des Willian, ça va vite aussi. Donc tu as besoin, je pense, plus de sciences tactiques. Après, moi, je jette pas Semedo, là. Moi, je le garde.
Parce qu'il est jeune, parce qu'il a du talent, parce qu'il est rapide, parce que physiquement il est là. Mais tactiquement, il est encore très vert selon moi. Je suis pas mal d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais je rajouterais un truc. Cette clause absolument ridicule qu'on a signée avec Benfica, à un certain nombre de matchs, il faut leur payer une prime. Je me rappelle plus des chiffres exacts, donc je ne veux pas avancer un chiffre juste pour le fun, mais je pense que ça lui a coûté cher dans son développement et dans son intégration avec le Barça. Tu sais, la petite coche de plus que tu dis qu'il lui manque dans la finition de ses actions, disons, je pense que ça aurait pu se travailler avec plus de matchs. Et surtout avec plus d'apparitions consécutives. Parce que, oui, il a fait quelques matchs durant la saison, mais ses titularisations ont été très espacées. C'est vrai. Il n'y a pas eu beaucoup de minutes de façon constante. Seulement quand Sergi Roberto est suspendu, que là on le voit jouer, ou encore pour faire une rotation. Mais sinon, il n'y a jamais eu un rôle stable et constant dans l'équipe. Donc, c'est un joueur envers qui je vais avoir plus d'attentes la saison prochaine, définitivement. Absolument, puis j'ai hâte de le voir jouer. Je pense que les matchs à domicile aussi, où on sait qu'on va mettre des 4-5-0, on pourrait le voir. On sait que c'est durant ces matchs-là, dans le fond, que Jordi Alba est souvent tout seul. Donc, tu sais, c'est la même chose à droite avec Semedo. Il joue du côté de Messi, donc aussi c'est un rôle un peu différent. Défenseur central, le premier. Ton préféré, Gérard Piqué. Le président. Moi, honnêtement, Piqué, c'est une année à la Piqué, entre des hauts et des bas. Choses qui lui sont de moins en moins pardonnables, parce que c'est lui le leader, c'est lui j'ai envie de dire, c'est le capitaine de la défense, là. C'est lui qui parle beaucoup, c'est lui le gars du club, c'est lui le... C'était un Christian Zach, mais c'est lui le Puyol maintenant. Non! Mais c'est son rôle, dans le sens. C'est lui qui devrait être le Puyol de l'équipe. Et, selon moi, il fait pas de la bonne façon du tout. Des fois, ses déclarations, moi, je les trouve très drôles, tu sais. Mais sont surtout déclarations qui vont se retourner contre nous à chaque fois. Tu sais, une fois pour provoquer avant un match, vas-y. Mais tout le temps, des trucs qui vont se retourner contre nous 5 minutes après. À un moment donné, tu peux être fou que tu arrêtes de faire ça. Par contre, moi, sur le terrain, Piqué, c'est un défenseur central qui est parfait pour le Barça. Ballon-pied. Malheureusement, il manque encore de constance, d'agressivité, j'ai envie de dire. Mais ballon-pied, je le trouve excellent. Quand le Barça allait bien, c'était un de nos meilleurs joueurs. Donc, je donne 3 sur 5, la note de passage. Mais je fais un 3 sur 5, c'est une moyenne. Tu sais, ça a été très, très mauvais ou très bon. Mais pour moi, c'est une moyenne. Mais contrairement à toi, moi, Piqué, je le garde. Pour moi, c'est un leader, c'est un cadre. On peut pas s'en passer, en fait. Je vais essayer de faire ça court. Ceux qui me connaissent savent que Gérard Piqué, c'est pas du tout mon préféré. Je vais dire ça d'une façon gentille. Du Barça, c'est le joueur que j'aime le moins. Qu'est-ce que j'aime pas de Gérard Piqué? J'aime pas ses déclarations incendiaires qui tombent toujours dans des moments qui peuvent nous coûter cher. J'aime pas le fait qu'il a pas de l'air à être concentré sur le terrain. Il fait des erreurs qui sont pas dignes d'un défenseur de son expérience, de sa stature. C'est quand même un titulaire indiscutable au Barça. C'est un titulaire indiscutable avec la Roja. Il a tout gagné, qu'est-ce qu'il a gagné dans le monde du foot. Mais il a pas de l'air concentré. Je pense à des faits vraiment précis comme quand il lève le bras pour attirer l'attention de l'arbitre, pour lui dire en fait qu'il y a hors-jeu. Quand dans le fond, plus souvent qu'autrement, il fait ça, mais il n'y a même pas hors-jeu. Donc à la place de se concentrer sur le jeu, il essaie d'attirer l'attention de l'arbitre. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas, et il le fait encore beaucoup, et il l'a fait encore beaucoup cette année. Le fait que, à la place de garder sa position, quand on perd par un but, quand on perd par 2 buts, il essaie tout le temps de se pousser vers l'avant et de jouer un rôle de, disons... avant-centre et ensuite on se fait prendre en contre et est obligé de retourner en courant à sa position. Mais bon, ça c'est des choses que je pense de lui depuis plusieurs années, mais cette année on dirait que c'est encore plus évident. Il y a des gens qui le défendaient dans le passé qui le défendent de moins en moins parce que là c'est juste devenu ridicule. Mais bon, tu sais, je vais être fair, c'est quelqu'un qui est fiable la plupart du temps, c'est un défenseur de grande qualité. On n'a pas
sais, moi je lui préfère Umtiti, mais je veux dire, il a sa place comme titulaire par rapport à l'effectif qu'on a aujourd'hui. Mais j'aimerais tellement qu'il se concentre plus et qu'il soit plus concerné vers qu'est-ce qui se passe sur le terrain que qu'est-ce qui se passe en dehors du terrain. Qui reste loin des polémiques, qui reste loin qui reste loin des caméras, j'ai envie de dire, et qui se concentre sur le jeu. C'est un titulaire au meilleur club au monde, et à chaque année, de façon réaliste, on peut espérer, on peut dire qu'on se bat pour un triplé. Donc juste ça devrait être satisfaisant pour lui. Maintenant, si je parle de jeu, si je parle de sport seulement, bon, à cause de tous les écarts de concentration sur le terrain. Pas de note négative. Non, je lui donne 3. Pour de vrai, je lui donne 3. Je lui donne 3. Je sais que tu pensais que j'allais lui donner moins. Je lui donne 3. Je pensais que tu as donné moins 3. Non. Je lui donne 3. Je lui donne 3 parce que quand même, il a quand même fait des belles actions pendant la saison. Il y a eu beaucoup de moments où est-ce qu'on a pu compter sur lui. Contre l'Espagnol, où on perdait 1-0 et c'est lui qui met le but pour arriver 1-1. Donc, tu sais, sauf qu'il met 1-1 et ensuite il va vers la caméra et il fait un signe comme chute aux supporters de l'Espagnol à la place de prendre le ballon et de recourir vers le point du centre pour essayer d'aller chercher le deuxième but et gagner le match. Mais, c'est ça. Comme tu as dit, on est capable. Piqué est capable du meilleur comme il est capable du pire. Mais. Et on voit que le départ de Puyol, moi je disais que son avenir en fait c'était de devenir le Puyol en disant que c'était lui qui va saigner Barça, qui va se lancer tête première. Tu sais, comme je pense que c'est Abidal qui avait dit Puyol il met la tête ou moi je mettrais même pas le pied. Je me rappelle pas Abidal qui l'a dit, mais Daniel Alves, je me rappelle plus, bref. Et je pense que Piqué aurait dû devenir ce joueur-là solidaire et justement à l'arrivée d'Umtiti faire comme Puyol faisait avec Piqué, tu sais, le calmer, le recadrer. Tu sais, j'ai beaucoup d'images en tête là, où Puyol presque il giflait Piqué sur le terrain, il faisait concentre-toi. Parce que Puyol savait que Piqué avait plus de potentiel que lui. Là. Tu sais, Piqué est presque meilleur joueur de foot que Puyol, là, intrinsèquement parlant. Mais mentalement, il n'a jamais pu avoir ce que Puyol a. Et ça fait ça au Barça, ça fait une différence. Surtout au Barça, où tu attaques à 8, tu défends 3-4. Genre. Fait que, tu sais, les contres, tu dois être là 100% durant tout le match. Et Piqué, comme tu as dit, il y a toujours ces petits moments d'absence, je pense, qui font finalement très mal. Au seul manque de Grinta qui fait mal. Tu sais, avec Mascherano, on pouvait retrouver un équilibre. Oui, effectivement. Et Umtiti, tu en as parlé. D'ailleurs, Mascherano, qui a quitté assez tôt durant l'année. Bon, j'ai envie de lui donner une note, un 3 sur 5, là, dans le sens où il n'a pas beaucoup joué dernière saison. J'ai pas envie de donner une mauvaise note parce que tout ce qu'il a fait pour nous. Donc, il était là, il a jamais rien dit contre le coach, contre la direction. Il s'est resté tranquille dans son coin, professionnel jusqu'à la fin. Il aurait pu faire des déclarations. Tu sais, mais semble un Daniel Alves, moi, il serait allé parler. Là. Tu sais, Mascherano, il est resté très professionnel. Malheureusement, sur le terrain, il n'y avait pas grand-chose. Mais quand même, un gros merci au Jefecito, au petit chef, pour tout ce qu'il a apporté. Mais après, la note, je lui donne 3 sur 5 un peu par défaut. Moi aussi, tout comme toi, je suis prêt à lui donner une note de 3 sur 5. C'est quelqu'un... bon, comme tu as dit, il n'a pas beaucoup joué aujourd'hui. Il y a un total de 12 apparences, mais pas beaucoup de minutes. Et il n'a jamais attiré l'attention sur le terrain vers une erreur qui nous a coûté... qui nous a coûté des buts ou des points ou quoi que ce soit. À chaque fois qu'on a fait appel à lui cette saison, il a répondu présent. Il est parti après de longues années de loyaux services. Un départ bien mérité, selon ses propres termes. Il voulait plus de minutes, il voulait être capable de jouer avec l'Argentine cet été. Et il a finalement pu atteindre son objectif. Donc, tant mieux pour lui. Je vais lui donner une note de 3 sur 5, simplement parce que, comme tu as dit, il a été fiable à chaque occasion qu'on a eu besoin de lui cette saison. Absolument. Maintenant, les latérales gauche. Le premier, Jordi Alba. Moi, je suis pas un fan de Jordi Alba. Pour être honnête avec toi. T'sais, il court vite. Il fait une passe en retrait à Messi, la seule qui fonctionne. Tous les autres centres qu'il fait, défensivement, je le trouve faible. Son caractère là, de plonger tout le temps. J'aime pas ça. Ça donne une mauvaise image au Barça, là, je te dirais. Donc moi, Jordi Alba, j'ai envie de lui donner 2. C'est 2 seules passes qu'il a réussi peut-être à Messi. Oh my god. Non, c'est un peu sévère. Mais moi, je donne 2 sur 5 à Alba.
Et 2, juste parce que Messi est là pour finir ses passes, parce que sinon, personne ne peut prendre ses passes. Il fait des passes désastreuses. Tout le temps. À chaque fois. Il fait des beaux appels, 1 sur 2, il fait un contrôle qui finit en sortie de gardien. Moi, je suis pas un fan du tout de Jordi Alba. S'il serait pas au Barça, il ne jouerait pas titulaire. Carrément. Je suis tellement à l'opposé de c'est comme tout le contraire. Moi, je donne 4 sur 5 à Jordi Alba. Parce que j'ai vu un Jordi Alba cette année qui s'est redécouvert, qui a eu une renaissance, surtout depuis le départ de Neymar. Ça lui a libéré le couloir gauche et il a pu être capable, il a pu être capable de vraiment réoccuper ce rôle qui a fait, qui lui a donné tant de succès dans le passé, qui a fait sa notoriété, monter, vraiment générer des attaques à partir du couloir gauche et la façon qu'il combine avec Messi aussi, je trouvais ça absolument extraordinaire cette année. Ouais, tu sais, c'est sûr que moi le seul peut-être petit bémol que j'ai avec Jordi Alba, c'est défensivement, je trouve que ça pourrait être un peu mieux. Mais de la façon que notre attaque est organisée, je pense que c'est une pièce maîtresse de notre attaque. Surtout à partir de cette position-là. Parce que quand Neymar occupait le couloir gauche, je trouvais qu'il y a, surtout durant la dernière année, mais je te parle de notre attaque en général, là, pas juste de Jordi Alba, je trouvais que quand Neymar occupait le couloir gauche, il y a beaucoup d'actions qui se finissaient pas à cause que Neymar voulait toujours aller pour le dribble de plus, il voulait tout le temps garder la balle un petit peu plus longtemps. Avec Jordi Alba, je trouve que notre couloir gauche maintenant est beaucoup plus efficace. Ça c'est vrai, je suis d'accord, c'est vrai que Neymar, il y a de la place, il peut monter, Neymar lui donnait jamais la balle, des fois il courait dans le vide, le pauvre Alba. Mais mon point c'est que, justement, s'il n'y a pas de passe, il sert à rien, il défend pas, c'est un défenseur. Offensivement, tu donnes la balle dans les pieds. S'il n'est pas en avantage sur les autres défenseurs, il va rien faire du ballon. C'est plus ça mon point. Après, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que cette année, il était meilleur que l'année dernière, par contre. Ça, je te le concède. De par le fait aussi que Neymar était par là et que Messi pouvait plus s'appuyer sur lui. C'est vrai que sa combinaison avec Messi aussi s'est améliorée. Là, ils ont atteint un pic, j'ai envie de dire, un pic plutôt, où ils se trouvaient les yeux fermés. Mais c'était la même passe. Je veux dire, il fait une passe. La passe en retrait, puis c'est... J'ai quasiment envie de dire que Jordi Alba fait avec Messi cette année ce que Dani Alves faisait avec Messi par le passé. Toi, je sais que t'es un peu plus réservé avec Jordi Alba, mais non, Jordi Alba, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais, moi, c'est que faut pas être d'accord sur tout. Non. Ça plate. Sinon, ça va être 15 minutes de podcast. Licading maintenant, j'ai envie de dire le Jordi Alba du pauvre un peu. Là. Moi aussi, j'ai été sévère sur Ding, je lui mets 1 sur 5. Il n'a rien apporté du tout. Il y a une séquence où je pense qu'il fait 3 bons matchs, où il est correct, où j'y croyais un peu. Finalement, non. Après, ça retombe. J'ai l'impression que dans les gros matchs, il s'écroule un peu là, mentalement. On dirait qu'il tombe, on dirait qu'il veut se cacher un peu avec derrière Umtiti. Dès qu'il y a des confrontations, il veut pas trop. On dirait qu'il mentalement, on dirait qu'il bloque. On dirait qu'il y a une limite que tu dois surpasser pour être dans un club comme le Barça, même en étant remplaçant. Il n'est jamais allé chercher la place à Jordi Alba. Ce qu'un remplaçant pour moi doit faire tout le temps, c'est amener une compétition interne. Digne n'est pas quelqu'un qui amène une plus-value au Barça. S'il était formé au club, je t'aurais dit peut-être il est formé au club, c'est bon pour les feuilles de Ligue des Champions, pour inscrire l'effectif. Et c'est un gars qui connaît le jeu d'ici, mais Digne, c'est pas le cas du tout. Soit moi je lui mets 1 sur 5. Et c'est un gars que si tu remplaces l'année prochaine par un autre défenseur gauche, ça changerait. Moi, Digne, je lui donnerais une note de 2 sur 5 parce que il y a eu quelques matchs références cette année qui m'ont permis de voir pourquoi, disons, on l'a gardé cette année. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement. Je pense qu'on pourrait faire mieux, même pour un deuxième latéral gauche. Par contre, il y a quelques points positifs que j'ai soulevés de Digne pendant la saison. Quand on a dû le faire jouer défenseur central, je trouve qu'il avait fait un très très bon travail. Et il y a le match, je crois, contre Deportivo, si je ne me trompe pas, où Iniesta fait une passe directement à Digne, et Digne la passe à Paulinho, et Paulinho marque. Un through ball, comme on dit en anglais, là, il y a une passe qui brise la ligne.
Ça, je trouvais que c'était une très belle action. Par contre, qu'est-ce que moi, j'aime pas vraiment de Digne, c'est le fait qu'il est trop timide en attaque. Il a trop tendance à passer vers l'arrière. Ouais. Il prend pas assez de risques. Et bon, je trouve qu'il défend quand même de façon potable par moment, mais il est pas assez constant. Ben c'est ça, ouais. Donc, puis là, on va en parler la semaine prochaine dans notre spécial Barça B, mais dans le Barça B, on n'a pas vraiment un joueur qui est prêt à prendre la place pour occuper ce rôle. Donc, pour remplacer Digne, il faudrait malheureusement sortir le carnet de chèques et essayer d'aller voir ailleurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec Digne pendant l'été? On verra, mais moi, il fait partie des joueurs que je ne garderai pas nécessairement pour l'année prochaine. C'est ça, si on peut le remplacer, je pense que ça va pas être un gros sacrifice, là, ni pour les supporters, ni pour l'effectif en général. Le latéral droit / milieu de terrain / couteau suisse, Sergi Roberto, que moi c'est un joueur que j'adore. Je me rappelle, c'est un joueur que j'avais dit à ses premières années qu'il allait jamais faire le club. Qu'il j'avais parti de l'équipe première. Et 2 ans après, je me suis dit, c'est le futur du Barça. Et je trouve qu'il a vraiment explosé. Et justement, à l'inverse d'un Lucas Digne, on pensait qu'il y avait des limites. Et là, mentalement, il y a un gros mental quand même, Sergio Roberto. Là. Mentalement, il est arrivé au-dessus. Il s'est imposé dans l'effectif d'équipe première du Barça, qui n'est pas rien non plus. Il est arrivé quand il y avait dans peut-être un des milieux de terrain les plus difficiles à percer, j'ai envie de te dire. Il a joué latéral droit la grosse partie de l'année. Moi, je vais lui donner un... Ouais, j'ai envie de te donner je vais lui donner 3 sur 5, je te dirais. Je pense qu'il aurait pu mieux faire. J'étais proche du 4 dans le sens que c'est pas sa position à lui. Et dans le sens que si tu tapes Sergio Roberto sur YouTube, tu trouves des 20 minutes seulement où, comme défenseur droit, il brise des lignes avec des passes. C'est incroyable, genre, sa qualité de passe, sa qualité de sortie de balle. Et quand t'es latéral, c'est pas comme quand t'es 6, là, t'as pas tout le terrain devant toi ouvert, t'as une ligne. Si tu arrives en diagonale, c'est très risqué parce que si on te fait couper, si tu coupes cette passe-là, c'est une contre-attaque directe dans l'axe. Et il arrivait à sortir énormément bien la balle. Et il arrivait à bien gérer aussi Messi devant lui. Latéral droit au Barça, un peu comme Alba avec Neymar. Le défi, c'est de gérer ton ailier devant toi qui ne défend pas du tout. Ouais. Donc il s'est toujours bien placé. Quand Messi allait à l'extrême droite, donc sur la ligne de touche, il jouait presque comme un milieu supplémentaire. Un peu comme Alves à l'époque Guardiola. Où Guardiola a un peu révolutionné les latéraux comme ça. Il les fait jouer presque au milieu de terrain des fois. Quand Messi rentrait, il reprenait des doublets derrière. C'était très intéressant. Vraiment un gars de la Masia. Tu vois que tactiquement, c'est un gars du Barça. Et moi, j'adore Sergio Roberto. Je donne 3 sur 5. Proche du 4, encore une fois, c'était pas sa position. Mais dans les gros matchs cette année, je l'ai trouvé moins bon que je m'attendais. Je m'attendais un peu plus. Style, à l'image du dernier Classico où il se prend rouge pour un geste un peu débile. Mais j'ai envie de te dire que Sergio Roberto, ça va arriver une fois et plus jamais. Je suis sûr qu'il va prendre. Je suis sûr que moi, ça arrive. En fait, Alec, cette saison, à elle toute seule, ça fait 2 fois. Si tu te souviens, le carton rouge qui s'est pris en tirant par derrière Iago Aspas contre Celta Vigo. Ça, c'était... Bon, c'était pas un geste d'humeur, tu sais. C'était pas un... Tu sais, c'était plus pour empêcher un but. Moi, je pense qu'il aurait pu courir vers l'intérieur et essayer de le rattraper de vitesse. Je pense encore à ce jour qu'il aurait pu essayer de faire ça et ça aurait pu fonctionner. Ouais. Mais à la place, il se prend rouge direct. Et bon, c'était le match où est-ce qu'on avait besoin, disons, d'avoir un fort mental en route vers la finale de Copa del Rey. Mais moi, en passant, je donne 3 sur 5 à Sergi Roberto, mais mon 3 sur 5, c'est justement à cause de ces 2 écarts de conduite-là que je lui donne. Okay. Parce que je trouve qu'il contribue énormément à notre attaque. Et bon, il y a quelques carences en défensive, selon moi. Lui, c'est plus le latéral droit qui va construire l'attaque vers l'arrière que le latéral droit qui va être capable de défendre. Je pense d'ailleurs qu'il y a place à amélioration dans cet aspect-là de son jeu. Mais ces 2 écarts de conduite-là contre Celta Vigo et contre le Real Madrid cette année, ils m'ont énormément surpris de lui parce que autrement, moi je connais Sergi Roberto comme étant un joueur qui est discipliné, comme étant un joueur qui est posé, comme étant quelqu'un qui a une force de mental, une force de caractère. Et ça, j'ai trouvé ça complètement hors de caractère, hors de personnalité de sa part la première fois que je l'ai vu arriver. La deuxième fois, ça m'a
ça m'a, disons, beaucoup inquiété. Puis j'espère qu'il va faire beaucoup d'introspection cet été puis qu'il va pouvoir y réfléchir. D'ailleurs, malheureusement, il n'a pas été sélectionné par la Roja. Et je peux en parler de façon très très rapide. Je pense qu'il aurait dû être sélectionné à la place de Nacho Fernandez du Real Madrid. Je pense que Nacho a été sélectionné parce qu'il est capable de jouer défenseur central, latéral et milieu. Mais Sergio Roberto est également capable de jouer ces positions-là. Et en plus, il est titulaire au Barça. Nacho est un remplaçant au Real. Ouais, non, c'est vrai. Moi, je pense que c'est une question de profil. J'ai l'impression que le Pétigui, c'est un gars très pragmatique. Là. D'après moi, il avait besoin d'un défenseur central qui peut jouer à droite et pas un défenseur à droite, milieu, qui jamais pourrait dépasser. Au centre, Sergio Roberto, moi, je lui ferais pas confiance. D'après moi, c'est une question de profil, d'après moi. Parce que question talent, c'est sûr que Sergio Roberto est au-dessus de Nacho. Là. Après, le Pétigui a l'air d'un peu vouloir changer l'image de la Roja, un peu plus de joueurs solides, plus que de joueurs fins, qui ont une saison moyenne, mais qui jouent bien. Non, il veut des gars solides qui sortent d'une grosse année. Morata n'a pas été pris non plus, là, qui était l'avenir en neuf de l'Espagne. Ouais. Donc, bon, rapidement pour conclure là-dessus, je pense que c'est une question de profil, mais Sergio Roberto, effectivement, ne pas être sélectionné, de prendre rouge au Classico, ça va peut-être lui remettre quelques idées en place. Là. Exact. Maintenant, international français, Samuel Umtiti. J'adore Samuel Umtiti. Ce joueur, en début de saison, pour moi, je le disais à beaucoup de joueurs, beaucoup de monde, le monde me trouvait un peu fou. C'était notre meilleur joueur les deux tout premiers mois. Meilleur que Messi, donc plus important que Messi dans les résultats, dans les matchs. Tu dis Jordi Alba qui était bon, je pense qu'il en doit plusieurs à Umtiti justement. Umtiti défendait presque pour deux derrière et il faisait bien. Et sa qualité de passe, elle est exceptionnelle, genre, elle est impressionnante. Umtiti, par contre, il est allé en décrescendo, j'ai envie de te dire, durant l'année. Il est allé de moins en moins bien. J'ai envie de lui donner un 3 en moyenne. Première saison 4 sur 5, fin de saison 2 sur 5. Ouais. Donc 3 en moyenne pour l'ensemble de sa saison. Mais j'espère qu'il va prolonger bientôt. C'est un sujet qui est un peu sensible, que la direction, selon moi, gère très mal. Mais Umtiti, pour moi, c'était une saison de confirmation, j'ai envie de te dire. C'est un titulaire au Barça. Avec Piqué, où pour moi, les deux sont là pour quelques années encore. Pour moi, Umtiti, c'est le présent, le futur aussi du club. Là. C'est vraiment un gars avec, comme tu avais dit beaucoup, l'ADN Barça. Ouais. Umtiti, c'est le roc sur lequel notre défense doit être bâtie. Et tout ce qu'on fait avec notre défense dans les années prochaines, peu importe qui vient, peu importe qui part, c'est lui la constante. Moi, Umtiti, je lui donne un 4 parce que je me dis, t'enlèves Umtiti et t'as plus la même équipe du tout. Et bon, on a beaucoup compté sur lui dans des moments importants cette année. Et le point tournant de sa saison, malheureusement, c'est cette entrevue qu'il a accordée à Canal+, où on a commencé à lui poser des questions sur le renouvellement de son contrat. Et je pense que ça l'a joué sur son mental. Ouais. Malheureusement. Je pense que ça l'a énormément affecté sa concentration. Donc, comme toi, je vais dire, j'espère que ça va se régler. J'espère que ça va se régler rapidement. Je suis confiant que les quelques semaines de retraite fermée à Clairefontaine vont lui remettre les idées à la bonne place et qu'il va être un joueur important avec les Bleus cet été et qu'il va nous revenir en pleine forme l'automne prochain. Et moi, si j'étais en position de prendre des décisions par rapport à la direction sportive, je lui accorderais exactement l'argent qu'il demande. Quand je vois qu'est-ce que Liverpool a payé pour avoir Virgil van Dijk, on laisse partir quelqu'un comme Umtiti, on le remplace par qui? Et c'est dur de trouver des défenseurs qui sont faits pour le Barça, là, qui ont cette qualité de relance et en plus de ça un physique comme celui d'Umtiti. Souvent les défenseurs qui relancent proprement, ils ont cette qualité parce que physiquement, c'est pas les plus solides. Ils doivent peut-être balancer leur qualité, leurs défauts par une relance très propre. Et Umtiti, il y a les deux. Exactement, il s'est adapté très très rapidement. Au début, on avait acheté Umtiti pour qu'il soit troisième défenseur derrière Mascherano et Piqué. Et finalement, il a assez rapidement mis Mascherano sur le banc. Et finalement, Mascherano a dû quitter éventuellement. Mais un défenseur central avec autant de leadership, avec autant de qualité, pour moi, même je te dirais, je l'aurais renouvelé avant même de renouveler Piqué.
Et c'est pas ma relation compliquée avec Piqué qui dit ça. Je pense que quand on regarde la hiérarchie de notre défense, je pense que Samuel Umtiti, c'est notre meilleur défenseur central et Piqué vient en deuxième. Oui, Umtiti mérite beaucoup de reconnaissance. Et je pense qu'il y a une façon de reconnaître ton joueur dans les clubs comme aujourd'hui, même en tout temps, c'est un renouvellement de contrat rapidement et sans trop de soucis, là, sans trop de négociations. Ouais. En guillemets. Yerry Mina, maintenant. Je pense que ça va être assez vite. Ouais. Moi, je mets 1 sur 5. Je trouve qu'il n'a pas les qualités pour être au Barça du tout. Je ne comprends pas pourquoi on l'a acheté. Pourquoi, au pire des cas, on ne l'aurait pas acheté et prêté en Liga. Qui joue de 1 et de 2 qui s'adapte à la Ligue. La Ligue, ça va vite pour lui. C'est très technique. Il n'a pas l'impression qu'il est assez technique pour être un joueur du Barça. En plus de la note, je vais te rajouter aussi une question. Tu le gardes, tu le prêtes ou tu le vends? Moi, bon, je sais pas si le FCB Basket sont à la recherche d'un centre, mais... That's racist. Mais sinon, je pense que c'est un joueur qu'on va avoir beaucoup de difficultés à prêter ou à vendre. Ouais. Ça a été un achat... Il y a un achat bizarre du Barça qui a été bizarre parce que... Comment je pourrais dire? On avait déjà Marlon. Oui, c'est vrai. Marlon avait fait du bon travail avec nous l'année passée et on l'a prêté à Nice, mais dans le fond, on aurait pu le garder comme 4e défenseur puis on aurait pu lui donner des minutes de qualité, mais bon. Moi, qu'est-ce que je reproche à Yerry Mina pour revenir à mon analogie basket? Je trouve que oui, il y a une bonne shape, il est très très grand, je pense qu'il est 6 pieds 5 à peu près, si je me trompe pas. Ouais, dans les eaux-là, il est très très grand. Il est très très grand, mais il est pas mobile. J'ai l'impression qu'il est pas confortable avec sa propre physionomie. J'ai l'impression que il a de la difficulté à rester debout, il a de la difficulté à... Tu sais, des fois, il fait des fautes accidentelles quand il saute pour aller pour aller chercher des ballons dans des duels aériens. Ses coudes finissent toujours sur les épaules du joueur adverse. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, je veux pas être méchant, mais pour moi, il ressemble même pas à un joueur de foot. J'ai de la difficulté à lui trouver une raison de rester, même si c'est dans un rôle très limité. Ouais. Je sais même pas s'il est assez bon pour jouer au Barça B, la vérité. C'est un joueur de 23 ans quand même, là. Donc sa marge de progression, elle tire quand même vers la fin. Donc moi aussi, c'est un achat que je comprends vraiment pas de la direction. Pour vrai, qu'est-ce que Mina aura pu amener au Barça cette saison? Absolument rien. Mais bon, le Barça, c'est pas les premières fois qu'ils font ça. C'est les fameux accords avec les clubs brésiliens, les agents brésiliens louches. Sinon, Thomas Vermaelen, qui encore une fois un joueur, je vais lui donner 2 sur 5, mais c'est pas sa faute en fait, c'est qu'il est toujours blessé. Ouais. C'est un joueur qui, en santé, serait dans un top club titulaire. C'est vraiment, tu vois qu'il vient de l'école de l'Ajax. C'est un gaucher fin, très habile balle au pied, très intelligent sur le terrain, qui n'a pas besoin de tacler, glisser souvent, tellement qu'il est toujours bien placé. Bon, ça s'est ralenti avec les blessures ou tout. Je lui donne 2 sur 5 un peu parce qu'il est toujours blessé. Même quand il est là, tu sens qu'il a peur de se reblesser. Donc, tu sais, des fois, il est un peu en retard sur les interventions. Mais souvent, moi, quand il jouait, il donnait quand même satisfaction. Mais c'est, encore une fois, pour revenir avec la question de Yerry Mina, moi, c'est un gars que j'essaie de vendre aussi. Ouais. Je pense que si on n'avait pas fait jouer Vermaelen contre Levante, on aurait pu le vendre à un prix quand même intéressant parce que les minutes qu'il nous a données cette année étaient de grande qualité. Oui, absolument. Je trouvais qu'il était très fiable. Même son body language respirait la confiance. Ouais, exactement. Bon, c'est un défenseur d'expérience. C'est quelqu'un qui avait été très très bon même avant d'arriver chez nous quand il était à Arsenal. Donc, de réputation, c'est un défenseur sur lequel on peut compter. Même par rapport à ce qu'il nous a montré. Par contre, comme tu as dit, la fragilité de son physique, c'est qu'est-ce qui ruine tout pour moi avec lui. Donc, 2 sur 5 pour moi aussi, malheureusement. Puis on n'aura jamais eu une saison complète avec lui, puis on n'aura jamais su vraiment qu'est-ce qu'il aurait pu nous apporter. Mais je pense que cet été, ça va être au revoir et merci pour tout pour Monsieur Vermaelen. Exact. Maintenant, c'était le dernier des défenseurs. On rentre dans les milieux de terrain. Ivan Rakitic, donc c'est quand même beaucoup de saisons qu'il est avec nous. Il y avait une saison difficile l'année dernière. Je trouve qu'il a très bien rebondi
Moi, je lui mets 4 sur 5. Je suis très généreux avec lui parce que, justement, une mauvaise année, on change de système, il a changé de position, il jouait presque 6 à côté de Busquets en double pivot, et je l'ai trouvé excellent dans cette position-là. Au début, j'avais peur de le voir jouer milieu défensif, et finalement, il était excellent. J'ai l'impression que même à Séville, ça jouait dans un 4-4-2 relayeur un peu, et on voit que c'est sa place. Il y a un gros volume de jeu. Je l'ai trouvé plus utile en fait dans cette zone du terrain-là qu'avant dans un 4-3-3. Donc je donne 4 sur 5. Moi, Rakitic, il m'a très très impressionné. C'est le genre de joueur que tu peux presque rien lui reprocher à part d'être meilleur. C'est pas Modric le gars, c'est pas Iniesta, c'est pas Xavi, c'est pas un top 5 dans son poste. Par contre, il fait pas d'erreur. Souvent, surtout dans cette position cette année, je trouve qu'il a pas fait d'erreur. C'est ton soldat sur le terrain. Soit moi je donne 4 sur 5, évidemment avec ses limites aussi. Mais pour moi, il a fait une saison très très bonne dans son rôle. 4 sur 5 pour moi aussi. C'est un joueur qui a su se réinventer. C'est un joueur qui a eu une année très difficile avec Luis Enrique l'année passée. Un joueur qu'on pensait qui était complètement fini. Ouais, exact, ouais. Il jouait presque plus vers la fin. Donc ce repositionnement lui a permis de réinventer sa carrière. Et maintenant, en milieu défensif, en double pivot, ou même seul devant la défense quand Sergio est soit blessé ou suspendu, ou si on veut faire tourner même. C'est quelqu'un qui nous a épatés à chaque fois. Et je pense qu'il y a un Lucho qui se mord les doigts d'avoir essayé de faire jouer André Gomes à ce poste-là, quand dans le fond il y avait Rakitic à sa disposition. Donc, moi, en début de saison, si j'avais une inquiétude, c'était par rapport justement au poste de 6. Je pensais qu'on n'avait personne d'autre pour prendre le relais de Sergio en cas de besoin. Maintenant, Rakitic, c'est devenu une option plus que fiable à ce rôle-là. Mais il peut quand même jouer sur un côté. Je veux dire, il peut quand même nous apporter autre chose. Mais de rajouter cette corde-là à son arc, ça va nous être amplement utile dans le futur. Absolument. Sergio Busquets maintenant. Je trouve ça dur de noter Busquets dans le sens où c'est pas un gars qui est étincelant de match après match. Je vais lui donner un 3, mais pas un presque. J'avais envie peut-être de lui donner un peu moins que ça en fait, étonnamment. Ah ouais. J'ai l'impression que, puis encore une fois, c'est surtout dans le 4-4-2, il y a moins d'options devant lui, il brise moins de lignes, et c'est vraiment ça sa grande qualité à Busquets. Dans un 4-3-3 avec du mouvement devant. Tu sais, avant devant lui, il y avait Neymar qui descendait, il y avait Iniesta qui allait à gauche, il y avait Alba qui débordait. Rakitic à droite, Messi à droite devant, Suarez en neuf. Là maintenant en 4-4-2, il y a Messi qui marche, Suarez qui tu peux lui faire une passe mais il va la perdre. Il y a moins d'options, fait que c'est pas forcément sa faute, mais il brise beaucoup moins de lignes. Et Busquets est aussi, sans la balle, je trouve presque suffisant depuis 2-3 ans. Il y a l'impression qu'il court moins, qu'il se bat moins, qu'il est moins intense durant les matchs. Parce qu'il y a un statut aussi différent. Avant, il devait prouver qu'il était titulaire. Il est sorti Yaya Touré quand personne ne le connaissait. Et là, j'ai l'impression qu'il a perdu un peu cette combativité-là. Parce qu'il n'y a pas vraiment de compétition aussi. Exact, mais ça fait quand même partie, je pense, de l'équation. Et je lui donne un 3, mais j'ai presque envie de lui donner 2. Oh man, non, moi... Et c'est un de mes joueurs préférés. Moi, au contraire, je lui donnerais un 4 cette année à Sergio. Oui, il y a eu des matchs comme moins bons, mais... Sergio, c'est le joueur baromètre de l'équipe. S'il y a un bon match, toute l'équipe a un bon match. S'il y a un mauvais match, c'est parce que toute l'équipe a un mauvais match, parce que tout passe par lui. C'est vrai. Moi, c'est mon joueur, je veux dire... Tu sais, on dépend de Messi. Parce que Messi, ses actions sont claires et tu vois le résultat de ses actions. Ça mène vers un but, ça mène vers une passe décisive, peu importe. Sergio, c'est le joueur que... Tu peux regarder le match au complet puis tu sais pas qui est là. Ouais, mais tout passe par lui. Donc, moi, pour cette fiabilité constante qui nous montre saison après saison, incluant cette année, je ne vais pas laisser, disons, quelques matchs qui ont été... Oui, cette saison, il a passé à côté de quelques matchs. Mais je pense qu'il est encore au sommet de son niveau, quand même. Puis je pense qu'il va rester au sommet de son niveau pendant quelques années de plus aussi. Et moi, j'ai pas envie, disons,
d'accorder trop d'importance, disons, à ces quelques matchs où est-ce que ça a été un peu moins. Je pense que de façon générale, c'est quand même une pièce clé de notre schéma tactique. Et c'est un leader silencieux. Et non, moi j'ai été amplement satisfait de la saison qu'il nous a donnée. Denis Suarez, Mon chouchou. Ouais, moi aussi je l'adore comme joueur. Mais cette saison, je lui donne 2 parce qu'il n'a pas joué en fait. C'est encore une fois pas forcément de sa faute. Je pense qu'il y a un potentiel intéressant. Je pense qu'Iniesta qui part va lui donner plus de minutes. Ouais. Qui va être intéressant dans ce rôle-là. Parce que Suarez et Iniesta sur le terrain, ça te fait beaucoup de joueurs qui ont le même profil presque, ou qui ont les mêmes consignes, ou qui ont en fait les mêmes qualités et surtout les mêmes défauts. Un Suarez à gauche, milieu axial gauche peut-être, ou même ailier gauche, je pense que ça va être très intéressant. J'aimerais le voir en fait un peu comme Iniesta avec Guardiola, je sais pas si tu te rappelles au début, qui était un milieu axial mais à gauche, avec le latéral gauche qui débordait, fait que ça lui créait de la place entre le 9 et le latéral gauche. J'aimerais le voir dans cette position-là parce que contrairement à Iniesta, je trouve qu'il est plus finisseur. Pourrait plus marquer plus de buts en fait qu'Iniesta durant une année. Donc moi je lui donne 2, mais avec un astérix là, j'aimerais le voir beaucoup plus jouer en fait. Denis, je lui donne 2 pour la même raison, étant donné qu'on l'a pas vu beaucoup, mais c'est un joueur que j'aime énormément. Quand il a joué, il nous a surpris, il a réussi à créer des opportunités, il a réussi vraiment à s'imposer beaucoup plus que ce qu'il a réussi à nous montrer avec Lucho. Et d'ailleurs, Iniesta, en quittant le Barça, il avait encore un pied dans la porte, puis il nous disait à tous que Denis et Alenia, c'était des joueurs qui allaient être importants pour le futur du Barça. J'ai envie de voir Denis jouer plus souvent. C'est pour ça que moi, je suis pas sûr que je serais prêt à faire des achats au milieu. Je préférerais donner plus de minutes à Denis, mais ouais, Denis, c'est mon joueur à venir. C'est le joueur que vraiment je considère qui est à surveiller. Absolument, et même tu parlais d'Alenia, le joueur du Barça B, on va en parler dans un futur podcast évidemment. Aussi qui va prendre, je pense, une place dans le milieu très intéressante. Maintenant, Andrés Iniesta, j'ai presque envie de donner un 8 symbolique. Mais honnêtement, je vais lui donner un 5 sur 5. Dernière année, il a choisi ses matchs comme lui sait le faire. Dans les grands matchs, il a toujours été bon. En même temps, Iniesta, à son âge, un peu comme Busquets se dit tantôt, il est à l'image de l'équipe. Et à son âge, ça va être difficile de prendre l'équipe sur son dos et quand ça va mal, de la transformer en une équipe qui va bien. Et de toute façon, ça n'a jamais forcément été son rôle. Mais dans les grands matchs, il était très bon. Dans les classicos, même dans celui de 2-2, il avait quand même été intéressant. En Ligue des Champions, c'était un petit peu plus difficile. Enfin, on a remarqué que physiquement, c'était surtout ça le défaut d'Iniesta. Mais bon, c'était une surprise pour personne. Mais Copa del Rey, j'en ai parlé déjà avant, mais il fait un match lumineux. Donc, moi, je mets 5 sur 5 aussi symboliquement, parce que c'est sa dernière saison, parce qu'il sort avec un doublé. Parce qu'on se rappelle que c'était son 34e titre, le joueur espagnol le plus titré de tous les temps, l'ovation debout dans tous les stades pendant toute l'année. Je lui mets un rare que 5 sur 5 que je vais mettre là. Moi, un peu plus froidement, je vais lui donner un 4 sur 5. Bon, on a tellement parlé d'Iniesta que je ne vais pas revenir sur tous les bons moments, mais sa fragilité puis ses blessures, disons, ça a été un point pour moi qui a été un peu plus difficile, surtout à un moment donné où on devait vraiment compter sur lui. Mais je veux pas parler de ça trop longtemps parce que Iniesta, ça a été un joueur magnifique pour nous, incluant cette saison. Et il va nous manquer grandement. Maintenant, Paulinho, l'arrivée inattendue, mais que finalement, il a quand même fait une saison, première partie de saison intéressante. Moi, je lui donne 3 sur 5. C'est pas un joueur que j'aime beaucoup. Je pense pas que c'est un joueur qui a sa place au Barça. Je pense qu'il est au Barça parce que Xavi est parti, parce qu'Iniesta a été blessé souvent, puis parce que on n'a pas remplacé Neymar devant, donc il fallait quelqu'un pour boucher un peu les trous au milieu de terrain, surtout parce qu'il y a des gars comme Gomez n'ont pas fait leur travail. J'y donne 3 parce que malgré les critiques, dont moi j'étais le premier à en faire partie, il a marqué des buts importants. Il a fait un box-to-box efficace, donc son rôle il l'a géré à la merveille. Donc je lui donne 3 sur 5. Il a fait une très bonne saison pour son âge aussi, ça faisait longtemps qu'il ne jouait pas dans une ligue de haut niveau. Là. Donc 3 sur 5, je trouve que Paulinho il m'a surpris. Je pense toujours que c'est pas un joueur du Barça, mais style Barça.
Je veux pas être si méchant que ça. Il joue au Barça assez bien, il se donne pour le maillot, ça honnêtement j'ai rien à dire contre lui. Mais c'est pas un joueur style FC Barcelone. Paulinho, je lui donne 3 sur 5 parce que ça a été un joueur fiable et qui nous a déçus très rarement. Il nous a montré cette combativité, cette grinta qui nous manquait depuis tellement longtemps. On dirait que quand Paulinho rentre sur le terrain, juste son body language sur le long des lignes de touche, tu le sais qu'il va rentrer et qu'il va faire quelque chose de décisif, que ce soit un but, que ce soit un tackle, que ce soit quelque action que ce soit. Oui, balle au pied, c'est pas le meilleur. Oui, tactiquement, c'est pas celui qui a le meilleur positionnement, mais il a vite compris comment jouer avec notre effectif. Il a vite compris comment combiner avec Messi aussi. Moi, c'est un joueur que je connaissais peu, à part avec la sélection brésilienne. Puis avec la sélection brésilienne, il y avait quand même énormément de références déjà. Il avait été très performant avec le Brésil durant les qualifications de la Coupe du Monde. Et quand il est arrivé au Barça, il a pu nous offrir ce même type de niveau. Même, je pense qu'il s'est transcendé encore plus. Absolument. Donc, c'est un joueur que je garde, c'est un joueur que j'aime, malgré le fait qu'il est différent de ce qu'on est habitué. Je pense que cette dimension-là, elle est très utile. D'ailleurs, il aurait dû jouer contre la Roma. Oui, le absolument. deuxième match, et peut-être qu'on aurait eu quelque chose de différent s'il avait été sur le terrain. Absolument, je pense que c'était un match qui était fait sur mesure pour lui, j'ai envie de te dire. Très physique, un gars justement qui n'a pas un poste, là, que si sur certaines actions il doit jouer milieu défensif, il va être là, s'il doit attaquer après, il va attaquer. Maintenant, le favori de la foule, André Gomez, une saison très difficile pour lui, à l'image de son interview là, qui dit que mentalement ça allait très mal, que c'est très dur pour lui. C'est pas sa première année. Le talent est là. Je me rappelle du joueur à Valence qui avait enflammé un match au Bernabéu, là, qui était marché sur le milieu de terrain du Real Madrid. Même contre nous, il joue toujours des très bons matchs. Je n'ai pas le choix de lui donner 1 sur 5, malheureusement. Ça bloque mentalement. Et quand ça bloque mentalement, ça ne peut pas progresser de nulle part. Donc je pense qu'un départ lui ferait du bien à lui. Et si après il peut s'épanouir dans un autre club, je pense que tout le monde, là, on va être content pour lui. Là. Mais au Barça, c'est fini. Toi, tu dis 1 sur 5. Prochain joueur. Alenia, on a parlé un peu, qui a fait quelques minutes cette saison, surtout un joueur du futur. À l'image de Denis Suarez, là, je lui donne un 2 sur 5. Par contre, encore une fois, j'ai hâte de le voir plus. On parle énormément de bien de Alenia au Barça B, qui est très bon, qui est très décisif. J'ai hâte de le voir jouer l'année prochaine. J'espère vraiment que Valverde va lui donner des minutes parce que j'ai l'impression que Alenia, c'est un joueur qu'on va en parler dans les années futures. Moi aussi, j'ai énormément d'attentes pour ce joueur, puis il n'y a aucune raison pourquoi il ne serait pas promu l'année prochaine. Je ne veux pas le voir prêter, je ne veux pas le voir rester en deuxième division, je veux le voir à l'équipe première. Luis Suarez, 2 sur 5 moi. C'est un joueur que j'adore. J'ai son chandail, tout ça. J'adore Luis Suarez, sa grinta, son intensité. Il faut un joueur comme ça, je pense, par équipe, là, qui va aller peut-être dans la tête des autres joueurs. Mais ça fait 2 ans, mais surtout cette année, ces remises de balles, ces contrôles, ces simulations exagérées, ça fait du mal à l'équipe plus qu'il ne fait du bien, parce que les années d'avant, il mettait 35-40 buts. Donc, rater une passe, si tu mets 35-40 buts, on te le pardonnait. Là, on peut pas jouer avec lui. Il fatigue moins les défenses. Ses feintes, là, c'est de moins en moins, beaucoup plus prévisible en fait. Pour moi, il faudrait même se départir de Luis Suarez dès cet été, quand sa valeur est encore là, et le remplacer avec un 9 établi déjà. Bon, moi, Luis Suarez, je lui donne un 3 parce que même s'il y a eu un début de saison qui a été très très lent, quand la machine s'est rouverte, il a recommencé à marquer. Il a recommencé à marquer beaucoup. Oui, il a gaspillé beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Ouais. Mais il faut dire que Luis Suarez, il a joué quelques mois hors position. Au début de la saison, je ne sais pas si tu te souviens, mais Valverde le faisait jouer à gauche puis il mettait Messi dans l'axe. Quand on est passé 4-4-2 avec 2 attaquants en avant, il a commencé à être plus confortable. Mais ouais, il gaspille beaucoup. Des chances qu'il n'aurait jamais gaspillé dans un passé qui n'est pas si lointain. Mais je pense encore qu'il peut nous donner une année comme titulaire. Après ça, peut-être qu'on peut lui donner une année comme titulaire, mais pas avec autant de minutes. Après ça, si on le garde une année de plus, ce sera comme remplaçant. Mais je pense qu'il peut encore nous donner une année comme titulaire
et une autre année comme remplaçant de luxe. Mais après ça va être terminé. Pour accueillir Griezmann dans l'équipe. Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, Lionel Messi. Qui sommes-nous pour juger Lionel Messi? Je vais lui mettre 4 sur 5, moi, juste parce que dans certains matchs, il y aurait... Bon, enfin, j'ai envie de te dire 4 sur 5 sur le baromètre Messi. Parce que sur baromètre humain, 5 sur 5. Mais baromètre Messi, 4 sur 5. Contre la Roma, le match retour, il est absent. Honnêtement, c'est presque le seul faux pas que j'ai envie de lui donner, là. Mais pour moi, un Messi qui a 5 sur 5, un Messi à 100% durant tous les matchs, tu gagnes tout. Ou tu mets des buts tous les matchs. Je pense que Messi, cette année, a marqué énormément sur coups francs aussi, beaucoup plus qu'avant, donc beaucoup moins dans le jeu. C'est pas un reproche là, dans le sens où il les met quand même les buts, là. C'est des coups francs, c'est exceptionnel. Mais beaucoup moins de buts dans le jeu, beaucoup moins de courses, je le vois de plus en plus marcher. Et sans Neymar, ça fait plus mal parce qu'on n'a personne pour tenir la balle pendant que Messi marche, pour enlever l'attention de Messi, donc on devient de plus en plus prévisible. Donc c'est pour ça que je lui donne 4 sur 5, qui est extraordinaire Messi, là. C'est pas des reproches que je lui donne. Mais pour moi, il n'a pas fait une saison parfaite, c'est une saison de Coupe du Monde aussi, donc est-ce qu'il voulait peut-être... Pas aller mollo, je vais jamais accuser un joueur de ça, mais est-ce que justement il y avait la Coupe du Monde dans un coin de sa tête? Je pense que oui. Messi c'est le boss, Messi c'est le capitaine. Messi nous fait gagner. Quand Messi n'est pas là, on n'a pas le même mental, on n'a pas la même confiance. Notre jeu passe par Messi. La performance d'autres joueurs sur le terrain dépend de qu'est-ce que Messi va créer pour eux. Messi passe, Messi marque. 40 buts en 50 matchs. 5e sous les européens, 5e Pichichi. Moi, je lui donne une note de 5 sur 5 sans réfléchir. Parfait. Ousmane Dembélé, nouvelle acquisition, le fameux remplaçant entre guillemets de Neymar, qui arrive pour 105 millions plus prime. Donc, c'était à l'époque, en été, le plus grand transfert du FC Barcelone. Coutinho l'avait passé quelques mois après. Saison difficile, j'ai envie de lui donner 2. Il a fait des bons matchs. Moi, j'ai son match à Chelsea où il fait un match extraordinaire. Parce qu'il défend aussi. Ouais, il défend beaucoup. Il marque un gros but. Mais j'ai aussi sa préparation qui est très mauvaise parce qu'il n'est pas allé aux entraînements à Dortmund. Il a voulu absolument jouer. Il s'est étiré. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il est allé chicha un peu. Durant l'année, il était très... Il s'est fait pincer par notre ami Faisal Sali à Marrakech aussi. C'est ça, c'est des images qu'on fait le tour du monde. C'est pas une belle image pour un gars qui vient d'arriver au Barça. Quand t'es pas, c'est pas Messi, il a 20-21 ans. Il est très jeune, hein? Moi je pense qu'il va devenir très bon. Mais même dans son jeu, moi c'est un joueur qui m'inquiète un peu dans le sens où c'est énormément de déchets. C'est énormément de feintes de trop, de crochets de trop, de tirs de trop. Quand s'il lève la tête, t'as des joueurs tout seul. Après il est jeune, hein? Il va apprendre au Barça. Mais cette saison, froidement, je donne 2 sur 5. Mais je suis sûr que il va être de mieux en mieux. Mais 2 sur 5 pour moi, pour Ousmane Dembélé. 2 sur 5 par rapport aux attentes que j'ai pour lui. Mais la fin de saison pour moi est quand même très positive. Puis je suis très très optimiste par rapport à lui l'année prochaine. Il y a eu beaucoup de blessures. Mais le 2 sur 5 aussi, c'est parce que je le blâme lui pour ses blessures. C'est ça. Il n'y a eu aucune préparation physique cet été. Et ensuite il revient trop vite. Et ensuite il se reblesse. Donc je lui mets la faute par rapport à ces blessures-là. Par contre, des matchs références, il y en a eu cette année. Le match contre Chelsea, le match contre Villarreal, aussi, où il met doublé sur les 5 dernières minutes ou les 10 dernières minutes. Bon, il a montré énormément de qualité technique. Il est de plus en plus au service du collectif. Et à 21 ans, tout fraîchement, je pense qu'on n'a pas fini d'être épaté par rapport aux qualités de ce joueur. Ouais, je pense que cette année, c'est l'année qui vont lui faire réaliser qu'il doit passer l'étape il devient un joueur pro. Il s'entraîne comme un joueur pro, il mange comme un joueur pro, le train de vie d'un joueur professionnel. C'est fini il chicha encore une fois, c'est fini le McDo. Je pense que depuis que le Daily Barça l'a attrapé à Marrakech, il y a eu quand même un changement par rapport à son attitude, puis on voit plus d'histoires comme ça. La seule fois, disons, qu'on l'a revu après un peu faire la fête, c'était lors de son anniversaire, ce qui est correct. Mais tu sais, déjà en partant Ousmane Dembélé, on sait tous que c'est un joueur qui consomme pas d'alcool.
Donc, ouais, s'il veut passer une soirée avec des amis, c'est bien correct. Tant qu'il donne son 100% sur le terrain, Exactement. Exactement. Après, comme Fred Hermel aussi avait dit dans l'after, que le Barça avait rencontré Dembélé et son entourage pour lui faire passer un petit message, peut-être justement après la photo qui était sortie, que tu sais, sur le terrain, après, si on te voit justement, comme tu dis, dans les soirées, sur le terrain, tu mets 2 buts tout le temps, bravo, personne ne va rien dire. C'est les réalités d'un joueur de soccer, malheureusement, ou heureusement. Ouais. C'est quand même une belle vie. Philippe Coutinho, arrivé en hiver de Liverpool, qui a battu le record de Dembélé, 140 millions plus prime, 120 millions plus prime. Au total, c'était 160 millions. 160 millions. Au total, si on inclut les primes. Donc un énorme transfert, le plus gros de l'histoire du Barça. Dembélé, je pense, avec les primes, c'était 147. Ouais, c'est des gros transferts, là. C'est beaucoup d'attentes aussi avec cet argent-là. Coutinho a joué 6 mois, il n'a pas joué avec des champions parce que il avait déjà joué avec son club de Liverpool. Chose qui va changer l'année prochaine d'ailleurs, le règlement va changer. Donc moi, Coutinho, j'ai envie de lui donner, je vais être sévère encore avec Coutinho, je lui donne 2 sur 5. Après il a joué 6 mois, donc on va voir sur une année. Je trouve il n'est pas encore dans le tempo du Barça. Je trouve des fois il est trop rapide, des fois il est trop lent, il n'est pas encore dans le rythme du club. Ça c'était mieux en fin d'année en tout cas. Mais c'est un gars avec du talent encore très intéressant et s'il prend la place dans l'axe d'un Iniesta, je pense qu'il va être très intéressant. Moi, Coutinho, je lui donne un 4 sur 5 parce qu'il a été décisif tout au long de l'année. Tout au long, je veux dire, depuis son arrivée. Il s'est vite adapté au jeu du Barça, puis il est en train de devenir un boss. Il est en train de devenir un... Puis on l'a vu contre Levante, la quasi-remontada, quand il met 3 buts, c'était trop peu, trop tard. Mais dans un match qui était absolument négatif, il m'a montré qu'est-ce que j'avais envie de voir. Du caractère, c'est vrai. Mais il marque beaucoup. Il y a énormément de passes décisives aussi. C'est un joueur de finesse, c'est un joueur de pur talent. Puis j'ai hâte de voir sa Coupe du Monde. Et j'ai hâte de le voir faire une saison complète avec nous. Absolument. Sur 3 tableaux. Donc énormément d'optimisme. Puis 4 sur 5. Ok. Deulofeu maintenant. Deulofeu 1 sur 5. Rien de plus à dire sur lui. Ça a été une grande déception de point de vue jeu et de point de vue attitude. Rien à rajouter, 1 sur 5 de mon côté aussi. Paco Alcacer, l'attaquant, moi je lui donne 2 sur 5. Valverde est un peu trimballé partout sur le terrain, mais pour moi c'est un 9 qui a des stats de milieu de terrain. Il ne marque pas assez. Je sais que toi tu l'aimes bien, Michael, mais moi 2 sur 5. Après, est-ce qu'avec plus de temps de jeu il va te donner de raison? Peut-être, là, puis je lui souhaite. Là, moi je veux que des joueurs réussissent au Barça. Moi je pense qu'il va partir cet été aussi. Mais je pense qu'il n'a pas été assez buteur, il n'a pas été assez. Il s'est pas imposé. Il était toujours trop timide sur le terrain. Mais il n'a pas été assez utilisé aussi. Mais peut-être, mais je trouve qu'un remplaçant dans un grand club, on donne 5 minutes, durant les 5 minutes, tu montres que tu veux être titulaire. On donne 15 minutes, durant les 15 minutes, moi il ne me l'a pas démontré. Moi je vois Paco, puis je me suis jamais dit, ses performances me disent qu'il va être titulaire. Je vais te faire une comparaison, ok? Si on compare Paco à, disons, Boyan. Boyan, il rentrait, il était décisif sur 5 minutes, sur 10 minutes. Et ensuite... il a commencé à se plaindre, il a commencé à dire qu'il voulait une plus grande chance, plus de temps, et finalement il est parti et il a fait d'un club à l'autre, d'un prêt à l'autre, et maintenant il se retrouve en fait j'ai complètement perdu sa trace. Je pense qu'il est à Mainz en Allemagne. Ouais, il a fait beaucoup d'échecs, je me rappelle de la Roma, il est allé à l'AC Milan je crois une fois. Donc pour revenir à Paco, c'est un joueur qui a un rôle de remplaçant. On le fait jouer tantôt ailier, tantôt neuf, tantôt à côté de Suarez. Mais il se plaint jamais. Ça, je suis d'accord avec toi. Il se plaint jamais et même s'il marque pas souvent, il marque. Il y a un match d'ailleurs qui jouait à côté de Suarez qui a mis doublé et que Valverde a décidé de le sortir et de garder Suarez parce qu'il voulait donner la chance à Suarez de débloquer et de recommencer à marquer. Donc moi, Paco, je le garde comme remplaçant. Il sera jamais plus que ça au Barça. Mais je le garde comme remplaçant parce que je trouve que c'est quelqu'un qui va pas emmener la zizanie dans le vestiaire puis qui va te donner quand même des bonnes minutes. Oui, il pourrait être plus décisif et pour ça je lui donne peut-être aussi un 2 sur 5.
Mais point de vue attitude, moi je pense que c'est un joueur qu'on devrait garder. Point de vue qualité, je pense qu'il y a encore une marge de progression si on le fait jouer plus souvent. Oui, il est jeune encore. Paco, il va dans la jeune vingtaine. Ouais. Sinon, Boyan est à Alaves, 13 matchs joués en Liga cette saison et 0 but. Là, il joue, je pense, Eli aussi maintenant. Bon, Alex Vidal, qui est en position, on aurait pu le mettre dans les 3, je pense. Il joue un peu partout. Ouais. Moi, je vais lui donner 2 sur 5. Il a marqué ça dans le Classico. Il se bat quand il rentre, mais c'est limité un peu ses qualités. Il n'y a surtout pas de place, j'ai l'impression, dans la formation. Pour lui, je pense qu'il va quitter aussi, mais un 2 sur 5 parce que quand il rentre, il est intense, il se donne tout ce qu'il a donné. Et encore une fois, un peu comme tu as dit sur Paco, bon, il y a eu des petits bruits comme quoi il se plaignait, mais on s'est jamais été clair et net comme quoi il est allé contre le coach, contre la direction, quoi que ce soit. Non, je veux dire, Alex Vidal, c'est un joueur qui est disons, numéro 3 dans n'importe quelle position. Ouais, je veux dire, c'est notre 3e arrière droit, c'est notre 3e ailier droit, c'est notre 3e milieu droit, disons. C'est pas un joueur qui a d'énormes qualités, mais c'est un joueur qui a une belle personnalité, une bonne attitude et qu'à l'occasion, ça peut nous donner des résultats. Mais on pourrait libérer ce poste-là dans notre effectif pour soit promouvoir quelqu'un de la baie ou sinon acheter quelqu'un avec des meilleures qualités. Donc, dans 2 sur 5. Non, absolument. Et le dernier joueur, un joueur justement du Barça B, qui a quand même 23 ans. C'est quand même assez un peu vieux pour être au Barça B, pour pouvoir espérer être dans l'équipe. José Arnaiz, je te laisse aller en premier. José Arnaiz, moi je lui donne 3 sur 5 parce que je lui donne 3 sur 5 par rapport aux attentes qu'on a envers lui. Je veux dire, c'est pas le même 3 sur 5 qu'un joueur de la A, bien sûr. Ouais. Mais il a marqué quand il a joué, il a même mis un doublé en Copa. C'est vrai. Il a été très décisif. Si on regarde son ratio de buts par match joué cette année avec l'équipe première, il a marqué 3 buts sur 5 matchs. Ouais, c'est excellent. Ce qui est quand même excellent. Donc, joueur d'avenir. C'est un joueur qu'on avait acheté de Valladolid, si je ne me trompe pas, pour jouer avec le Barça B. C'est pas un joueur Masia. Ouais. Mais quand même, c'est un joueur qui est dans notre équipe réserve et que moi, je souhaite qu'il puisse être promu l'année prochaine en compagnie d'Alenia. Et possiblement en compagnie de un ou deux autres joueurs qu'on va couvrir la semaine prochaine. Nice tease. Et aussi, je lui donnerais 2 sur 5. Là. Moi, en fait, c'est vrai que 3 buts en 5 matchs, c'est quand même très bon, contre des petites équipes, évidemment. Il pourrait prendre la place, justement, on en parlait il y a quelques secondes, de Vidal dans la rotation du club. Maintenant, j'ai rajouté une petite note, la note de Valverde. Je vais essayer d'être réaliste. Moi, je vais lui donner un 3 sur 5. Je lui aurais donné moins parce que tactiquement, il a toujours l'air un cran en dessous des grands coachs qui lui font opposition. C'est le facteur X, disons, qui nous manque dans les matchs où est-ce qu'on a besoin d'être décisif. Par contre, à cause des résultats, j'ai pas le choix de lui donner une note qui est positive quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis d'accord. Sa philosophie a donné quelque chose. Elle nous a donné un doublé, elle nous a donné une saison qui était presque invincible jusqu'à la toute fin. Donc 3 sur 5 pour moi, mais l'année prochaine, j'ai besoin de voir mieux. Ouais, exact. Moi, je donne 3 aussi. J'aurais été proche du 4, mais la tâche de la Roma a fait mal. Ça enlève au moins un point sur 5 là, facilement. Ouais. Après, il fait quand même un doublé où ça fait, moi je me rappelle pas, où le Barça qui gagne une Liga avec 14 points d'avance. Ça arrive assez rarement. Donc quand même excellent Valverde. Pour une première saison, avec un départ de Neymar, Dembélé qui se blesse, donc il manquait un joueur offensif. Donc bon, il y a aussi beaucoup de situations au début de l'année, on va pas embarquer trop, mais il y a beaucoup de politique autour du Barça. C'était compliqué quand même comme première saison. Mais 3 sur 5, je pense que c'est une note juste. Ouais. Mais quand même excellent pour une première saison au Barça. C'est un doublé, on signe direct d'habitude. Ouais. J'ai rien à rajouter par rapport à Valverde. Je pense qu'on a bien fait le tour. Donc, ça complète l'évaluation. Si on peut se permettre de faire un petit tour maintenant vers Montréal. Absolument. Vers le Stade Saputo pour le nouveau segment du Blaugrana Podcast, le Club des Ex, où de temps à autre, on va essayer de vous donner des petites nouvelles par rapport aux ex-joueurs du Barça. Donc,
cette semaine, lundi, le 21 mai, le Los Angeles Galaxy était en visite au Stade Saputo pour faire face à l'Impact de Montréal. Et il y a 3 joueurs du LA Galaxy qui sont des ex-joueurs du Barça. Donc je te laisse poursuivre, Alec. Absolument, dont 2 Mexicains, les frères Dos Santos. On se rappelle de Giovanni qui était le futur Ronaldinho dans les divisions inférieures, là, qui est beaucoup comparé à Messi à l'époque. Hein. C'est quand même fou y repenser. Ouais. Qui était blessé, donc il n'a pas joué contre l'Impact de Montréal. Il y avait Jonathan Dos Santos qui a joué les 90 minutes, qui était bon, qui était ce qu'on rappelle de Jonathan un peu. C'est un joueur qui joue une touche de balle, qui est très propre, mais qui a toujours la même manière de faire aucune passe vraiment vers l'avant, puis de pas se projeter énormément, mais c'est un bon joueur de ballon. Qui a joué tous les minutes, qui était bon. Galaxy qui a gagné 1-0 d'ailleurs, sur but de la Camara. Zlatan a joué 40 minutes parce qu'il a mis une claque à un défenseur de l'Impact, Michael Petrasso, qui lui avait, on va dire qu'il n'a pas fait exprès, mais je pense que c'était un peu volontaire, qu'il a un peu pilé sur le pied. Et Zlatan lui a mis une claque de Zlatan, ça fait mal. Hein? C'est pas une claque. Comme des grandes mains, Zlatan. Il a mis une belle claque. Et à la MLS, il y a la reprise vidéo. Donc on était à la reprise vidéo pendant que Zlatan il était par terre et qu'il avait mal au pied. Et l'arbitre lui a sorti un carton rouge sous les exclamations de la foule, évidemment. Donc, Zlatan à Montréal, ça a duré 40 minutes. C'était assez décevant. Mais un peu, bon, j'ai envie de dire un peu comme la carrière au Barça. C'était bien au début, après, c'est rapidement tourné au vinaigre. Possiblement le plus grand, ou un des plus grands rendez-vous manqués de l'histoire du Barça. Exact, c'est très dommage. Hein. Ça aurait pu être très beau. Ouais. On a le temps pour quelques questions? Ah oui, bien sûr, absolument, les questions de nos auditeurs. On a quelques-unes, merci encore une fois, hein, des énormes questions, on vous encourage à en envoyer d'autres, on adore ça. Une question, on va aller sur une question Mercato de Gégé Boursier. Avec l'arrivée d'Arthur, est-ce vraiment utile et réalisable de recruter un top milieu? Moi je pense qu'avec l'arrivée d'Arthur, avec la promotion de Alenia, et avec une utilisation plus constante de Denis Suarez, notre milieu a tout ce qu'il a besoin. D'accord avec toi. Arthur, pour moi, c'est un point d'interrogation aussi. On a des bons commentaires au Brésil. Ça fait beaucoup de joueurs, je trouve qu'il y a un petit point d'interrogation. On ne sait pas s'ils vont être assez bons pour l'équipe première. Mais je suis d'accord. Déjà, en plus de la Masia, c'est moins d'intégration. Ils connaissent déjà le club, donc ça devrait aller. Si on peut parler un petit peu d'Arthur. Arthur, Ouais. c'est un joueur qui joue avec Grêmio, qui a gagné la Copa Libertadores, qui est la Champions League sud-américaine, pardon. Et sa plus grande qualité, c'est son ratio de passes complétées. Et c'est un joueur sans vouloir faire de comparaison hâtive, mais c'est un joueur qui a le même style de jeu qu'un Xavi, disons. Ok. Et bon, là, je veux pas que les gens se fassent des attentes trop élevées. C'est quand même un joueur qui a jamais joué en Europe. C'est un joueur qui n'a pas été sélectionné avec la Seleção pour la Coupe du Monde de cette année. Mais c'est un joueur qui a joué au plus haut niveau continental qui était possible et qui s'en vient pour une première expérience en Europe en janvier. Donc j'ai envie de dire à suivre. Absolument. Une question de Faisal que je la trouve très bonne en fait. Comment trouvez-vous la préparation physique du Barça cette année et est-ce qu'elle est adaptée aux phases finales de la Ligue des Champions? Je pense que la préparation physique du Barça elle est meilleure cette année qu'elle l'était à l'époque de Lucho. Mais je pense que on devrait accorder une attention un petit peu plus particulière aux joueurs qui intègrent le staff, qui intègrent l'effectif pour la première fois. Dembélé, on aurait dû accorder une attention beaucoup plus pointilleuse envers lui. Et l'année prochaine, on va avoir des joueurs. On va avoir un joueur qui va venir en janvier. Et ce joueur-là n'a pas la qualité ni l'expérience de Philippe Coutinho. Et j'espère qu'on va trouver le moyen aussi de l'intégrer de façon efficace. Mais pour le reste de l'effectif, je pense qu'on est sur une pente ascendante par rapport à ce qu'on a vu dans les années précédentes. Et bon, je pense pas que nos problèmes en Ligue des Champions sont liés nécessairement à la préparation physique. Moi, je pense que c'est plus une question de manque de rotation et une question qu'on joue toutes les compétitions à fond, quand dans le fond, on pourrait utiliser les remplaçants un peu plus longtemps pendant la Copa del Rey. Absolument. Une question de Monsieur Foot de Foot qu'on salue encore une fois.
comment le Barça va tirer des enseignements de ses déboires en Ligue des Champions? Comme on a dit tantôt, ça fait 3 années, ou 3 ou 4 années, qu'on sort en quart de finale, qui est quand même très tôt. 3 années, merci, qui sort quand même très tôt pour le Barça. Faut changer quelque chose quand même. Eh bien, moi, je pense que, comme je disais, comme je viens de soulever le point, là, l'enseignement qu'on doit tirer principalement, si on peut changer vraiment quelque chose, c'est la façon qu'on joue la Copa. C'est sûr que nous, c'est dans notre ADN, c'est dans notre culture, on veut faire tripler à chaque année. Mais je pense qu'il y aurait eu une façon, disons, de faire une rotation contre les Ganes avant de jouer contre la Roma. D'ailleurs, on a fait une rotation contre Celta avant la finale contre Sevilla et on est arrivé contre Sevilla avec le couteau entre les dents. C'est vrai. Donc, moi, je pense que avoir un meilleur timing par rapport à nos rotations et utiliser nos remplaçants un peu plus longtemps dans la Copa. C'est vrai, je suis d'accord absolument avec toi. Je pense mieux gérer l'effectif. Ce serait une bonne solution. J'ai une question ici qui me fait mal au cœur un peu de Mohamed Marwan et Sayuti. Quelle serait la meilleure stratégie pour préparer le départ de Messi? Chose qui est fort probable d'arriver d'ici 2 ou 3 ans. Oh my god. C'est dur d'imaginer ça à la base. Mais je pense qu'on a déjà commencé à le faire en recrutant très jeune et en recrutant avec énormément de qualité. La solution n'arrivera pas nécessairement de la Masia cette fois-ci. On ne va pas être aussi chanceux qu'avec le départ de Ronaldinho, disons. Ouais, c'est vrai. Et il ne faut pas s'y attendre non plus. Cette génération-là de la Masia qui nous a permis d'avoir autant de succès dans l'ère Guardiola jusqu'à l'ère présente, dans le fond, c'est le fait qu'on a eu énormément de talent qui nous est venu, entre guillemets, gratuitement. Et en même temps. Mais des générations comme ça, il n'y en aura pas tout le temps. Non, c'est clair. Donc, je pense que ça commence déjà. Les achats de Dembélé, les achats de Coutinho, peut-être renforcer la défense. Mais il va falloir plus équilibrer notre effectif dorénavant. Je pense qu'on l'avait avec Neymar. Je pense que c'était un peu l'héritier. Je ne veux pas le comparer à Messi, mais je veux dire, c'était un joueur qui va dominer, je pense, le foot mondial. Dernière question question de Rally. Est-ce que la présence de Coutinho en Ligue des Champions aurait pu faire l'affaire, oui, pour terminer la domination madrilène sur le schéma tactique et technique? Moi, je pense que l'UEFA a très bien répondu à ta question, Rally, parce que l'année prochaine, on aura le droit de rajouter un joueur qui a été acquis en janvier, même s'il a déjà joué la Champions League avec une autre équipe auparavant. Moi, je trouve ça ridicule. Direct, je te le dis. Ah ouais? Cette règle, je la trouve ridicule. Hein? Oh non, la règle présente? Non, la règle future. Ah ouais, pour de vrai? T'avantages énormément les grosses équipes. Là. Parce qu'ils peuvent corriger. Comme le Barça, oui, c'est le fun, mais t'avantages énormément les grosses équipes. Tu sais, il te manque un 9, ton 9 se blesse, tu joues contre Naples, tu sors 150 millions, tu te prends Lewandowski pour jouer contre Naples 2 semaines après. Ouais. Je trouve ça un peu ridicule, mais bon. D'un côté, mais d'un autre côté, Coutinho doit s'asseoir et pas jouer la Champions League. Et il a pas fait la moitié de la saison avec Liverpool. Et moi, je pense que le Barça, en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est mettre l'argent l'été. Absolument d'accord avec toi. Absolument d'accord avec toi. Mais en même temps, pour répondre à la question de Rally, même sans Coutinho cette année, on avait un effectif qui était assez bon pour espérer gagner la Champions League. Avec Coutinho l'année prochaine, définitivement, ça va apporter quelque chose de plus. Définitivement, ça va nous permettre d'être plus confortables sur les autres compétitions, disons. Ça va nous donner plus de profondeur, ça va nous donner plus d'opportunités de faire des changements et d'aligner la meilleure équipe possible dans les matchs qui sont vraiment clés. Absolument. Et bon, sa dernière question, je vais quand même finir sur une citation de Omar da Fonseca. Alright. Sur Iniesta. Je l'ai trouvé parfaite. Beaucoup d'hommes grandissent grâce au football. Rares sont ceux qui font grandir le football. Wow. Je trouvais ça parfait. C'était parfait. Excellent. Merci beaucoup à tous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un spécial sur le Barça B. Et on aura plein de choses à dire sur le futur de l'équipe première. Et Balou. Et Balou, exactement. À bientôt. Salut.
Le Blaugrana Podcast est écrit par Michael Miller et Alec Avendano, édité par Michael Miller, et la musique est également composée par Michael Miller. La promotion sur les médias sociaux est faite par Michael Miller et Alec Avendano, et les arts visuels sont conçus par Mariana Vasquez. Envoyez-nous vos questions sur notre compte Twitter @BlaugranaPod, BLAUGRANAPOD, et trouvez-nous sur les réseaux sociaux tels Daily Barça et le Cannes Football Club. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine pour un autre épisode du Blaugrana Podcast.